Talon, une romance de science-fiction extraterrestre. L'agence de rencontres intergalactiques. Écrit par Demelza Carlton. Copyright Lost Plow Press 2024. 1. Je crois comprendre que vous avez un problème de nuisible, dit Talon en s'appuyant contre le bureau. La femme derrière sursauta de surprise. Je ne vous ai pas entendu entrer. Talon lui adressa un sourire nonchalant. Les chouettes sont connues pour être des chasseuses silencieuses. C'est ce qui fait de nous la meilleure équipe de dératisation de la galaxie, n'est-ce pas les gars? Il jeta un coup d'œil en arrière à la volée de chatouettes, qui se contentèrent d'ébouriffer leurs plumes, et firent de leur mieux pour l'ignorer. Ça devait être la partie chat de leur ADN, décida-t-il, car les chouettes non modifiées réagissaient certainement au son. La femme renifla, regardant les chimères avec dégoût. Elle dirigeait peut-être une ferme, mais elle était clairement du type administratif. Elle n'avait probablement jamais tenu une pelle de sa vie. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de plus d'animaux ici. Nous pourrions sûrement juste mettre des appâts, empoisonnés. Définitivement une citadine, et une terrienne de surcroît. Quelqu'un qui ne connaissait rien à la vie dans l'espace, ou sous un dôme. Parce que les poisons s'infiltrent dans le sol et l'approvisionnement en eau, et il faut d'abord que les nuisibles mangent le poison. Sans parler du fait que le poison est une façon horrible de mourir. C'est de la cruauté envers les animaux, tout simplement, et c'est contre la loi ici dans la colonie. Elle était humaine, alors. Aucun titan ne pourrait même supporter d'entendre parler de cruauté envers les animaux, encore moins de la suggérer. Alors que mes chatouettes sont des expertes en recherche et destruction aérienne. Une mort instantanée, que vos rats ne verront jamais venir. Ce sont bien des rats que vous avez ici, n'est-ce pas? Talon jeta un coup d'œil à sa tablette, balayant l'écran de son articulation. Oui. Je ne comprends pas d'où ils viennent. La colonie est censée être une nouvelle ville propre, sans aucune vermine. Comme toutes les colonies dans l'histoire des colonies. Là où il y a des gens, il y a des rats. Ils se cachent dans les vaisseaux, et apparaissent où et quand on s'y attend le moins. Et quand ils le font, vous m'appelez, et j'amène mon équipe pour s'en occuper pour vous. La femme pinça les lèvres, comme si elle était sur le point de changer d'avis sur son embauche. Si elle essayait, elle allait découvrir qu'elle n'avait pas le choix. Il possédait toutes les chatouettes de la colonie. Puisque vous en savez tant sur les colonies, monsieur Talon, je suis sûr que vous comprendrez que chaque colonie a aussi ses précieuses jeunes femmes, qui sont le véritable avenir de la colonie. Star Farm est une école très exclusive pour jeunes femmes, spécialement sélectionnées pour leur profil génétique et leur capacité d'apprentissage, car nos Farm Stars, comme nous les appelions sur Terre, seront la clé de la terraformation d'Elysium. Mais jusqu'à ce qu'elles soient prêtes, Star Farm est le sanctuaire où nous les gardons en sécurité. En fait, la plupart de nos filles n'ont jamais vu d'extraterrestres, et j'aimerais que cela reste ainsi aussi longtemps que possible. Par conséquent, vous éviterez tout contact avec elles, ne travaillant que la nuit lorsque les filles seront couchées, et si vous deviez rencontrer l'une des filles, vous ne leur adresserez pas un mot. Ce sont les règles ici à Star Farm. Pensez-vous pouvoir les suivre, monsieur Talon? Ses yeux brillaient dangereusement. Sinon quoi? Vous allez me donner la fessée? Demanda-t-il. Un rire ne devrait pas sonner aussi sombre. Oh, je ne pense pas que nous en arriverons là, monsieur Talon. À moins que ce ne soit là où vos goûts se situent, auquel cas, peut-être pourrions-nous considérer cela comme une récompense en lieu et place d'une prime, si vous parvenez à suivre les règles, et à débarrasser la ferme de la vermine. Se faire donner la fessée par une vieille dame. Il avait vu beaucoup de films d'horreur dans sa vie, mais l'image que cela évoquait devait être pire que tous les films combinés. Talon ne put réprimer un frisson. Non merci. Mes conditions sont un paiement en crédit sonnant et trébuchant, uniquement. Nous ferons le travail, vous paierez la facture, et tout le monde sera content. Si vous êtes sûr. Par les étoiles, oui. Absolument. Pouvez-vous me montrer où nous pouvons nous installer? Un hochement de tête brusque. Bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Sa tablette bipa pour indiquer un appel entrant.
Ses yeux s'écarquillèrent. Je dois prendre cet appel. Je vais demander à l'une des filles de vous montrer. Elle passa la tête hors du bureau et cria « Rue! Rue! Viens ici tout de suite !» 2. Rue finit d'essuyer la dernière table et poussa un soupir de soulagement. Sa corvée de punition était enfin terminée. Pour un groupe de filles mangeant des barres protéinées supposément peu salissantes, il y avait vraiment beaucoup de miettes à nettoyer. Visiblement, elle n'était pas la seule à détester le goût et la texture de ces barres, mais juste parce qu'elle avait été la seule à dire tout haut à quel point il était étrange que les filles qui cultivaient réellement la nourriture doivent manger cette merde, alors qu'elles pourraient avoir des produits frais à chaque repas. Rue! Rue! Viens ici tout de suite! Rue ravala la réplique qu'elle voulait lancer à Donna, et plaqua un sourire sur son visage. Elle n'allait pas nettoyer le réfectoire, pour une semaine de punition supplémentaire. Oui Donna? J'ai dit viens ici. Rue traversa le réfectoire, en traînant les pieds jusqu'au bureau de Donna. Au moment où elle franchit la porte, sa bouche s'ouvrit grand. Voici Monsieur Talon et son équipage. Ils sont ici pour s'occuper des rats. S'il te plaît, montre-leur le hangar à équipement, et puis oublie-les complètement. Je ne veux pas que tu souffles un mot à leur sujet, aux autres filles. Rue ferma la bouche et ressortit en marchant au pas. Ah, Monsieur Falcon, désolé de vous avoir fait attendre, commença Donna avant que la porte ne claque. Manquant de peu l'arrière-train un alien. Tout un groupe d'aliens, chevauchant le dos d'un alien plus grand de la taille d'un gros poney. Chacun d'entre eux avait 4 pattes, des ailes et un bec, mais c'est là que s'arrêtaient les similitudes, car chacun avait des couleurs et des marques différentes. Si vous voulez bien tous me suivre. Demanda Rue, regardant d'un cavalier à l'autre. Lequel d'entre vous est le chef? Zut, elle avait été si occupée à dévisager les aliens, qu'elle avait oublié son nom. Le plus grand alien, qu'elle avait pris pour une sorte de cheval volant, déplia une aile et la leva comme elle aurait pu lever la main en classe. Oh! Elle déglutit. Je suis désolée, je n'ai jamais vu d'alien auparavant. Le grand leva les yeux au ciel. Il devait la prendre pour une parfaite idiote. Comme si c'était sa faute si elle avait dormi pendant toute la guerre en stase, pour ne se réveiller qu'ici à Star Farm à l'intérieur de la colonie, au lieu d'Elysium, où elle était censée être. La seule raison que Donna avait pu donner pour ce changement étaient les dangereux aliens avec lesquels ils étaient maintenant forcés de partager un système et la ville. Des aliens dangereux comme celui-ci. Elle ralentit le pas pour pouvoir marcher à côté de lui et l'observer de plus près. Il avait un visage de chouette blanche, bec compris, mais à une échelle bien plus grande que n'importe quelle chouette qu'elle avait vue chez elle. Contrairement à une chouette, il avait 4 pattes au lieu de 2, mais chaque paire était aussi différente que ses propres mains et pieds. Ses mains, si on pouvait les appeler ainsi, ressemblaient plus à des serres, terminées par des griffes terriblement longues qu'elle imaginait être affreusement aiguisées. Ses pieds ressemblaient aux pattes arrière d'un très gros chat, bien qu'elle n'ait jamais vu de chat avec des pattes plus grandes que ses propres pieds. Bien qu'il paraisse doux et pelucheux, elle ne doutait pas qu'il cachait des griffes tout aussi mortelles que celles de ses mains. Il avait aussi des ailes blanches sur son dos, couvertes de taches gris foncé. En fait, la plupart de son corps était couvert de taches gris foncé, du sommet de sa tête jusqu'à ça. Rue ne put s'en empêcher. Elle laissa échapper un petit cri. 3. Oh mon Dieu, j'adore ta queue. Avant que Talon ne puisse réagir, elle l'avait saisie à 2 mains, et avait commencé à la frotter contre sa joue. Oh, elle est si douce et dufteuse. Je n'ai jamais rien senti de tel. Oh, je l'adore. Entre l'expression béate sur son visage et l'avertissement de la vieille femme de ne pas parler à la fille, Talon ne put se résoudre à lui dire de lâcher sa queue. En toute honnêteté, la fille ne lui faisait pas mal. Il pouvait tolérer un peu de frottement et de caresses doux. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait fait l'un ou l'autre. Certainement pas une enfant comme celle-ci, emplie d'une telle innocence que ce simple contact lui apportait tant de joie. Elle sembla sentir qu'il la regardait. Elle rougit et relâcha sa queue. Désolée.
Tu as la queue la plus incroyable et irrésistible. Je devrais te montrer la remise à équipement et te laisser te mettre au travail. Talon hocha la tête. Il voulait lui sourire, lui dire que ce n'était pas grave. Mais les becs ne souriaient pas vraiment et quant à lui dire quoi que ce soit, il se contenta de soupirer et de la suivre. Tu penses que je ne suis qu'une enfant, n'est-ce pas? C'est parce que je suis petite, je sais. Mais ce n'est pas le cas. En fait, je suis la fille la plus âgée ici. J'ai eu 21 ans, à mon dernier anniversaire. Eva est la plus jeune, et elle aura 18 ans la semaine prochaine. Ça veut dire qu'elle avait 15 ans quand elle s'est inscrite au programme Farmstar, donc elle a dû mentir sur son âge dans sa candidature, parce qu'il ne voulait que des filles entre 16 et 18 ans. J'ai signé les contrats la veille de mon 18e anniversaire, et notre formation a commencé le lendemain. J'ai été surprise de voir combien il y avait à apprendre, même pour moi qui ai grandi dans une ferme. Mais l'agriculture dans l'espace est différente de l'agriculture sur Terre. Elle continua à bavarder sur sa formation sur Terre, qui ressemblait beaucoup à son diplôme universitaire en agriculture, mais compressé dans un délai beaucoup plus court. 2 ans au lieu de 4. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, son cours avait inclus beaucoup plus d'expériences pratiques que le sien. Plus elle en disait, plus il voulait lui demander conseil sur la façon de mieux utiliser la parcelle agricole qu'on lui avait donnée comme habitat pour les Miols. Sauf qu'il ne pouvait pas. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle s'était tue, sa main pointant vers le bâtiment sombre devant eux. C'est la plus petite des 2 remises à équipement, où nous gardons les choses que nous n'utilisons pas souvent. C'est en fait la grange à foin, mais comme nous avons tellement d'équipements agricoles et pas beaucoup de foin, nous stockons ici le matériel pour faire les foins, pour qu'ils ne soient pas dans le chemin le reste de l'année. Je me suis dit que tu serais plus à l'aise ici avec les bottes de foin, que dans la véritable remise à équipement, qui est surtout pleine de machines. De plus, personne ne viendra ici, donc tu l'auras pour toi tout seul. Si les autres filles savaient qu'il y avait un véritable extraterrestre dans la ferme, la moitié d'entre elles viendraient jeter un coup d'œil, tandis que l'autre moitié paniquerait probablement et ferait quelque chose de stupide. On nous a toutes prévenues de ta dangerosité, tu vois. Elle sourit. Quel était son nom, déjà? La vieille dame l'avait certainement crié assez fort. Ruru? Il avait toujours pensé que c'était un nom de garçon, mais elle était définitivement une fille. Enfin une femme si elle avait vraiment 21 ans, comme elle l'avait dit. Et elle lui souriait toujours. Comme si elle ne le trouvait pas du tout dangereux. Talon soupira. Il marcha jusqu'à la remise, poussa la porte coulissante suffisamment pour entrer, et s'avança dans l'obscurité. Les miols sur son dos ébouriffèrent leurs plumes et claquèrent leurs becs. Il pouvait entendre les rats s'agiter dans les chevrons, et ils avaient hâte de commencer la chasse. Il émit une série de pépiments aigus ponctués de claquements, disant aux miols de chasser jusqu'à l'aube, lui rapportant ici toutes les proies qu'ils tueraient. Bien sûr, étant des miols, ils ne le reconnurent pas du tout. Dès qu'il eut fini de parler, ils se dispersèrent. C'est ta langue? Bien sûr, elle était toujours là, à regarder. Talon secoua la tête, et pointa du doigt un Mahoul, qui avait décidé d'aller pour la proie facile dans les chevrons. Lothario, évidemment. C'était le plus paresseux du lot. Oh, donc ce sont une espèce différente de la tienne? Pas juste plus petit? Talon hocha la tête. Même s'il avait été autorisé à lui parler, les Miols demandaient beaucoup d'explications, et la plupart des gens perdaient intérêt, avant même qu'il n'arrive aux bonnes parties. Il devait lui reconnaître d'avoir choisi une bonne remise, cependant. Il descendit plusieurs bottes de foin, les poussant ensemble jusqu'à ce qu'il ait une surface assez grande pour un lit, puis grimpa dessus et s'installa en position de sphinx. Oh? Il y a autre chose dont tu as besoin? Talon secoua la tête, sans ouvrir les yeux. D'accord. Ok. Je viendrai voir comment tu vas demain matin, au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Bonne nuit et bonne chasse, je suppose. Il inclina la tête en remerciement, bien qu'il soupçonnât qu'il faisait trop sombre pour qu'elle le voie. Puis elle était partie. 4.
Un film passait sur l'écran de la salle commune, mais Rue n'entendait pas un mot à cause du bavardage des autres filles. De toute façon, elle s'en fichait, elle n'était pas d'humeur à regarder un vieux film terrien. Sur l'écran, un rapace tournoyait au-dessus du désert, lui rappelant la ferme de ses parents, cette ferme que le feu de brousse avait réduite en cendres, quand les flammes lui avaient tout pris. Même les oiseaux. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle en avait vu un, surtout en vol. Ça devait être sur Terre, probablement le jour où ils avaient pris l'ascenseur spatial pour monter à la station spatiale Exodus, et entrer en stase sur le Genesis, première étape de leur long voyage jusqu'ici. Pour finalement découvrir que des extraterrestres étaient arrivés les premiers. Des extraterrestres aviaires. Les petits pouvaient voler. Elle se demandait à quoi ressemblait le grand, celui qui était aux commandes. Elle aurait parié qu'il avait l'air majestueux, planant dans le ciel, avec des ailes plus larges que celles d'un avion épandeur. Une pointe de tristesse lui tordit la poitrine à cette pensée. Ses parents lui avaient promis que lorsque la ferme serait vraiment rentable, ils lui paieraient sa licence de pilote et son propre avion, pour qu'elle puisse s'occuper de tout le travail aérien. Si tous leurs projets n'étaient pas partis en fumée, elle les aurait maintenant. Au lieu de cela, elle se trouvait à des années-lumière de chez elle, orpheline dans une ferme d'une colonie spatiale peuplée d'extraterrestres. Elle sentit les larmes monter, et savait qu'elle ne pourrait pas les retenir cette fois. Une main se posa sur son bras. « Ça va ?» demanda Franny inquiète. Elles étaient allées ensemble au lycée du district, mais quand Rue avait été envoyée en pension à l'école d'agriculture en seconde, Franny était restée en ville pour faire son apprentissage dans la boulangerie de sa mère. Pourtant, même après ces années de séparation, Franny la connaissait mieux que quiconque. Rue secoua la tête. « Je vais peut-être me coucher tôt. » Franny acquiesça. « Je vais garder les autres ici encore un moment, pour te laisser un peu de temps seule. » Rue se précipita hors de la salle commune, juste au moment où elle entendit Franny proposer de faire les ongles de tout le monde. Personne ne refusait jamais une manucure ou une pédicure de Franny, car quand elle avait fini, chaque ongle était une œuvre d'art. Tandis que l'obscurité l'enveloppait, elle laissa couler ses larmes, jusqu'à ce que sa vision se brouille, et qu'elle se retrouve à trébucher aveuglément vers ce qu'elle croyait être la porte du dortoir. Mais du foin craqua sous ses pieds lorsqu'elle franchit le seuil. 5. Une petite silhouette tituba à travers l'embrasure de la porte, projetant une ombre sur le sol, qui atteignait le lit de foin de talon. Il cligna des yeux pour chasser le sommeil, se levant avant que quiconque puisse dire qu'il dormait pendant son service. Ils auraient raison, mais ce n'était pas comme si les miolibous avaient besoin d'être surveillés pendant qu'ils chassaient. Ils étaient un mélange d'ADN de chat et de hibou, spécialement conçus pour être le prédateur suprême, dans l'environnement d'une station spatiale. Ils étaient nés pour chasser, et par une étrange particularité de son ascendance, il était né avec la capacité de communiquer avec eux, et de les commander. Mais son visiteur n'était certainement pas un miolibou. Si Talon ne se trompait pas, elle était ivre. Il lui fallut tout son contrôle pour ne pas s'exclamer « Je peux t'aider ?» Il n'était peut-être qu'à moitié hibou, mais il était un chasseur furtif à part entière, et il valait mieux que la fille ivre réalise qu'elle était venue dans la grange au lieu de sa chambre, et sans savoir qu'il était là. « Je suis désolée, chuchota-t-elle. Je voulais aller au dortoir, mais mes pieds m'ont menée ici à la place. Je pensais à tout ce qui me manquait sur Terre, et quand je me sentais seule ou contrariée chez moi, je me faufilais dans la grange. Ça ne te dérange pas ? » Talon se surprit à secouer la tête avant même que son cerveau ne réagisse, et il était alors trop tard. Ruru, car c'était bien elle, aucune des autres filles ne savait où le trouver, s'assit sur la botte de foin à côté de la sienne, serrant ses genoux contre sa poitrine d'un bras, tout en essuyant ses yeux avec la manche de l'autre. Pas ivre, réalisa-t-il, alors qu'elle laissait échapper un pathétique reniflement, avant de prendre une profonde inspiration pour se ressaisir. Elle était bouleversée, et c'est ce qui l'avait fait trébucher. Si elle avait été l'une de ses sœurs, Bastet ou Sekhmet, il lui aurait demandé ce qui n'allait pas, et qui il devait tuer. Bien sûr, ces deux sœurs avaient leurs propres griffes, tout aussi destructrices que ses serres,
et elles étaient plus que capables de déchiqueter la chair de tout homme assez stupide pour leur faire du tort sans aucune aide de sa part. Elles avaient servi dans la guerre contre les humains pour le système Altan, et même maintenant, elles étaient en patrouille. Contrairement à lui, un glorifié attrapeur de rats tout au long de la guerre, jusqu'à présent. Ou la nuit, comme c'était toujours le cas dans le dôme de Nyx. Mais peu importe le temps qu'il passait à rêvasser, cela ne changerait rien au fait qu'il y avait une fille innocente assise à côté de lui en larmes, qu'il était impuissant à arrêter. Alors il étendit une aile autour de ses épaules, et elle s'effondra contre lui, sanglotant. Il avait appris jeune que si l'une de ses sœurs venait à lui pour un câlin et pleurait un bon coup, il risquerait sa vie ou au moins une griffe au visage s'il bougeait avant qu'elle n'ait fini. Ruru n'avait peut-être pas la prouesse au combat de ses sœurs, mais au fur et à mesure que son histoire se déversait, il ne pouvait pas plus la laisser partir, qu'il ne pouvait faire en sorte que tout redevienne comme avant. Elle avait grandi dans une ferme, apprit-il, que ses parents avaient gérée avant qu'elle ne soit mise en vente, et ils l'avaient achetée, prévoyant de la transformer en vignoble. Ils avaient cultivé différentes choses pendant que les vignes mûrissaient suffisamment pour donner une récolte décente, tout en proposant des services de pension pour les chevaux des riches. S'occuper des chevaux avait été son travail, avant et après l'école, y compris les faire de l'exercice, quand les riches propriétaires ne se donnaient pas la peine de venir les monter. Un miolibou vola à l'intérieur et déposa un rat éviscéré au pied de Talon, puis se percha sur une pièce de matériel agricole, se lissant les plumes. Talon s'attendait à moitié à ce que la fille s'enfuit en hurlant de la grange, comme le feraient la plupart des femmes humaines. Au lieu de cela, elle sauta de sa botte de foin et poussa le cadavre du bout de sa chaussure. Sacré gros bâtard, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'ils ont bien pu manger, pour devenir si gros. Je suis sûr que je le découvrirai à la récolte, quand le rendement sera en baisse. Ce n'est pas comme si on pouvait blâmer la sécheresse ou un sol pauvre ici, où tout est si contrôlé. Je pensais qu'on serait libre des parasites et des maladies, ici. Je veux dire, les protocoles de quarantaine pour le Genesis nous ont gardés en isolement pendant des semaines. Alors qu'elle détaillait l'isolement qu'elle et les autres filles avaient enduré, Talon commença à réaliser que le voyage de Ruru vers le système Altan avait été planifié, contrairement aux réfugiés de Titan, ou même à la plupart des autres habitants humains du système. Elle avait passé des années à se préparer à venir dans cet endroit, parce qu'elle voulait vraiment être ici. Comme les pionniers originaux qui avaient terraformé Tito, cela demandait une quantité folle de courage. Le genre de courage que cette fille avait à revendre. Par les étoiles, elle avait ramassé le rat mort par la queue, et maintenant elle plissait le nez en le regardant. Ses sœurs reculeraient d'horreur à l'idée même de toucher un rat mort. Oh, le chasser et le tuer, ça ne les dérangeait pas, mais s'occuper du cadavre après. Voudras-tu qu'ils les nourrissent à ton équipe une fois qu'ils auront fini, ou devrais-je simplement mettre les corps dans le recycleur? Demanda Ruru. Talon la regarda fixement. Même s'il avait une réponse pour elle, il n'était pas autorisé à le lui dire. Il n'y avait même pas pensé, jusqu'à maintenant. Ruru sembla sentir sa confusion, presque comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Ou peut-être juste son expression. Tu sais quoi? Je vais chercher un seau, et on pourra tous les mettre dedans. Comme ça, s'il y en a trop pour tes oiseaux, on pourra verser ce qui reste dans le recycleur. Elle mit le corps dans le seau, avant d'aller au lavabo pour se laver les mains. Puis, elle grimpa de nouveau sur la botte de foin, à côté de Talon. Tu sais, on a eu une invasion de souris une fois, avant que maman et papa ne possèdent la ferme, et le propriétaire ne voulait pas se donner la peine de dépenser de l'argent pour les éradiquer correctement. Surtout que l'invasion n'était pas seulement chez nous, c'était dans tout le district. Elles étaient partout. Je me souviens que maman m'avait fait couler un bain une fois, et avant même que la baignoire ne soit pleine, il y en avait une qui nageait pour sa vie là-dedans. Et quand j'ouvrais le tonneau de nourriture pour les poules pour les nourrir, tout n'était qu'une masse grouillante et frétillante. Comme des asticots géants. Définitivement pas comme la plupart des autres filles qu'il avait rencontrées, décida Talon, alors qu'il se prélassait sur sa botte de foin et écoutait. 6. Rue avait mal au cou,
et quelque chose de rêche semblait essayer de se glisser sous sa chemise. C'était presque comme la fois où elle s'était endormie dans l'écurie de Sultan, la nuit avant son départ pour le pensionnat de l'école d'agriculture. Sauf que cette fois, l'endroit ne sentait pas le crottin de cheval. Elle ouvrit les yeux, et jura. Elle était dans la grange à foin. L'aube se frayait un chemin à travers la porte ouverte et l'extraterrestre, avec qui elle avait sûrement passé la nuit, dormant aussi profondément qu'elle l'avait fait à côté de Sultan, ainsi que son entourage de créatures volantes ressemblant à des hiboux, avait disparu. Pire encore, il semblait que les autres filles étaient réveillées, et prenaient déjà leur petit déjeuner, et elle ne manquerait pas de poser des questions si elle arrivait en retard. Des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre, car sans l'extraterrestre ici, personne ne la croirait. Jurant à voix basse, Rue se faufila dans la remise ordinaire et en sortit un semoir. Elle le poussa hors de la remise, se dirigeant vers le champ qu'elle devait ensemencer aujourd'hui. L'Eshbot siffla quelqu'un. Oui, elle l'avait définitivement vu. C'était parfois, comme être de retour au lycée. La différence entre alors et maintenant était qu'à présent, elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait. Alors elle se moquait de ce que les autres pensaient d'elle. Elle était ici pour réaliser le rêve de ses parents, même s'ils n'étaient plus là pour le voir. Elle voulait sa propre ferme, et elle avait l'intention de consacrer chaque instant d'éveil à trouver comment rendre cette étrange planète alien productive, afin que lorsqu'elle aurait sa propre ferme, elle sache exactement quoi faire et comment le faire. Elle avait entendu les autres dire qu'elle voulait la solution de facilité. Elle prévoyait de tomber enceinte le plus tôt possible, et de donner 4 bébés à la colonie, après quoi, elle serait libérée de leur contrat, et n'aurait plus à travailler à la ferme. Très bien pour elle. Elle avait l'intention d'être la dernière femme debout, de sorte que lorsque toutes les autres filles seraient parties, Donna n'aurait pas d'autre choix que de la nommer gérante de la ferme, et Rue aurait le contrôle total de l'endroit. Peut-être même qu'elle serait prête à lui vendre la propriété à un bon prix. Rue soupira en déchirant un sac de semences, et en commençant à remplir la trémie. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était une ferme à la surface d'une planète, où elle pourrait respirer un air réel et naturel, et regarder le ciel. Pas que le ciel sur l'une de ces planètes ressemblerait à celui de la Terre, mais Altan était une géante rouge, donc la lumière rougeâtre signifiait cultiver des plantes spécialement modifiées, qui étaient adaptées à ce type d'environnement à faible luminosité. Dans l'un des scénarios qu'elles avaient étudiés pendant leur formation, les cultures devraient être cultivées sous un dôme d'éclairage artificiel, si elles ne pouvaient pas être adaptées à la lumière d'Altan. Pas très différent de Star Farm ici, avec les lumières partout au plafond, sauf qu'il y aurait de l'air, de la pluie et du temps. Un jour, se dit-elle. Un jour, elle vivrait dans une ferme ouverte sur le ciel, avec des oiseaux volant au-dessus. Mais d'abord, elle devait faire produire à cette ferme le grain expérimental qu'Eden Labs leur avait donné cette fois. Elle vérifia le sac. Du blé Rosa Frost 55C, apparemment. Elle espérait que ce serait mieux que la dernière récolte chétive que ce champ avait produite. Elle n'était pas sûre si c'était la variété de blé ou la faible luminosité qui était responsable de la mauvaise récolte, mais elle aimerait bien le découvrir. L'approvisionnement en barres de rations finirait par s'épuiser, et elles devraient produire leur propre nourriture d'ici là. Ce n'était pas comme si elle pouvait simplement retourner sur Terre pour acheter une miche de pain. Elle avait presque oublié le goût du pain. Raison de plus pour semer ce blé et le faire pousser, afin que Franny puisse leur préparer quelque chose qui vaille la peine d'être mangé. Puis son pied s'enfonça dans le sol, presque jusqu'au genou. Un terrier, qui devait appartenir à l'un de ces. Quelque chose se tortilla contre sa cheville, avant que le plus gros rat qu'elle ait jamais vu ne jaillisse du trou, se dirigeant vers l'autre côté du champ. Elle ferait mieux de dire à Donna que l'extraterrestre ne les avait pas tous éradiqués, alors. Rue ne put s'empêcher de sourire. Il devrait donc revenir une autre nuit. 7. Rue s'attarda après le dîner, espérant voir l'extraterrestre arriver. Non pas qu'elle ait besoin de lui montrer le chemin vers le hangar d'équipement cette fois. Lui et son équipe savaient déjà où aller. « Que fais-tu ici » demanda Donna. Rue réussit à sourire.
Je nettoie les miettes, comme tu m'as dit. Sa punition s'était en fait terminée la veille. Donna fronça les sourcils, comme si elle savait que Rue mentait. Rue chercha désespérément quelque chose à dire pour éviter d'être envoyée à l'isolement, où elle ne pourrait pas voir l'extraterrestre. Je pense que Dani est peut-être malade. Elle n'a pas fini ses barres de ration, lors des 2 derniers repas. Malade de manger des barres protéinées au lieu de vrais aliments, espérait Rue, mais si Dani était souffrante, elle devrait recevoir des soins médicaux appropriés. Même Dani elle-même serait d'accord. D'ailleurs, elle l'avait probablement déjà signalé à Donna, alors. Les yeux de Donna s'élargirent. Nous ne pouvons pas laisser la maladie affecter Star Farm. Je vais effectuer un contrôle de santé, immédiatement. Elle fit 2 pas à travers la salle à manger, avant que quelque chose ne sonne dans le bureau derrière elle. Donna regarda en arrière, l'indécision clairement visible sur son visage. Cela peut attendre jusqu'au matin, dit-elle en se précipitant dans le bureau. Rue entendit la porte se fermer, avant d'oser respirer à nouveau. Cela ne lui plaisait pas de dénoncer quelqu'un, encore moins la joyeuse Dani, qui avait vraiment adhéré aux conneries de travailler ensemble pour construire un monde meilleur, qu'on leur avait inculqué pendant leur formation. Bon, Dani n'était pas la seule à vouloir un monde meilleur, mais Rue ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'elle serait celle qui y vivrait. Le monde meilleur d'un Élysée terraformé était au minimum à 50 ans, voire plus, et Rue refusait d'avoir des enfants à moins d'être certaine que leurs enfants verraient ce monde meilleur. Elle n'avait jamais pensé que ce monde inclurait des extraterrestres. Mais en regardant l'extraterrestre et son équipe se diriger silencieusement vers le hangar d'équipement, elle ne pouvait pas se résoudre à croire que c'était une mauvaise chose. Peut-être que construire un monde meilleur signifiait être plus qu'humain. Penser comme un citoyen galactique, plutôt que comme un simple habitant d'un monde. Elle se dirigea vers la salle commune, trop plongée dans ses pensées pour enregistrer ce que les autres disaient ou regardaient, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent dans le dortoir. Ce n'est que lorsque tout le monde fut endormi, qu'elle osa se faufiler jusqu'au hangar d'équipement pour voir l'extraterrestre. 8. Talon ne savait toujours pas quoi penser de Ruru. Elle avait parlé et encore parlé, avant de se blottir sous son aile et de s'endormir. Comment pouvait-elle garder autant d'informations dans sa tête? Sa propre tête tournait presque avec tout ce qu'elle avait dit. Les cultures expérimentales qu'ils avaient fait pousser ici à Star Farm, simulant les conditions sur Elysium, afin que, lorsqu'ils auraient une récolte réussie, ils puissent simplement reproduire le système ici à la surface de la planète. Les types de sol, les régimes nutritionnels, la fréquence d'arrosage, même l'heure de la journée où ils plantaient et récoltaient, sans parler des cultures compagnes et de la rotation des cultures. Sa tête lui faisait mal, comme cette fois où il était entré par erreur dans l'un des cours de 3e cycle pendant sa première année à l'université, et où le flot rapide d'informations que le conférencier avait déversé, avait menacé de faire exploser sa tête. Ruru avait peut-être l'air d'une adolescente, mais elle parlait comme le professeur d'agriculture élysienne. Il avait toujours aimé les filles intelligentes, mais celle-ci, par les étoiles, il était content d'être sous sa forme de griffon. C'était beaucoup plus facile de cacher l'érection furieuse qu'il avait pour elle. Maintenant, si seulement elle n'était pas blottie contre son flanc, un poids chaud sous ses ailes, peut-être qu'il serait capable de penser à des choses non sexy pour arrêter de souffrir. Ténébris vint à la rescousse, avec pas moins de 3 rats morts accrochés à ses griffes. Elle les laissa tomber sur le sol de la remise, avec un bruit écœurant. En effet, elle en avait éventré au moins un, ce qui expliquait la flaque de sang qui s'étendait maintenant autour des cadavres de rats. Oui, ça ferait l'affaire. Difficile de se sentir excité, quand on fixait des cadavres éventrés. Et l'odeur. Talon leva les yeux vers les ombres, où il savait que Ténébris, le colchouette fuligineux, se cachait. Tout ce qu'il pouvait voir était son visage et ses taches dans l'obscurité, mais il savait qu'elle le regardait fixement, une question dans son expression. Talon soupira. Oui, ma belle, tu peux en prendre un pour le dîner. Contrairement au reste de sa volée, qui était principalement composée de croisements entre des chouettes effraies et des chats domestiques tigrés, Ténébris et ses sœurs
avait été élevé à partir d'un mélange d'ADN de chouettes fuligineuses et de cols tachetés. En tant que membre le plus âgé de la génération 3, Ténébris était la première à être testée sur le terrain. Une fois adulte, elle serait plus grande que les chouettes chats de grange, mais son taux de capture, même en tant que juvénile de la même taille que les autres chouettes chats adultes, faisait d'elle une redoutable chasseuse. Elle choisit un rat, puis entreprit d'essayer de l'avaler tout entier. Pendant un instant, Talon pensa qu'elle allait s'étouffer avec l'énorme rongeur, mais elle donna un grand coup de gosier, et tout ce qu'il pouvait voir du rat était la queue qui dépassait du bec de la chouette chat, et l'expression satisfaite sur le visage de Ténébris. Si ses sœurs étaient aussi douées qu'elle pour la chasse, il élèverait plus de chouettes cols fuligineux la saison prochaine. Qu'avait dit Ruru déjà? Quelque chose à propos de la publicité pour la colonie. Lénie. Le passage sur la construction d'un monde meilleur ensemble. La publicité avait montré toutes ces jolies images de ce à quoi ressemblerait le futur parfait, basé sur l'intérieur réel de la colonie, pour faire croire aux gens qu'ils pourraient réellement vivre dans ce monde meilleur. Alors que la vérité était qu'ils ne le feraient pas, leurs enfants ou petits-enfants le feraient. Ou les petits-enfants de Ténébris le feraient. Parce que tout comme Ruru, il était trop tôt pour penser à un avenir avec des enfants, alors qu'il commençait à peine à trouver ses marques ici. Il était beaucoup trop jeune pour être responsable de quelqu'un d'autre pour le moment. Enfin, à l'exception des chouettes chats. Et les chouettes chats se débrouillaient plutôt bien toutes seules. Avec une inclinaison de la tête et un long clignement d'yeux en guise d'au revoir, Ténébris déploya ses ailes et repartit dans la nuit pour continuer de chasser. Talon soupira. Il était naturellement un oiseau de nuit, de par sa nature même de griffon chouette, mais le crépuscule perpétuel dans le dôme de Nyx signifiait qu'il pouvait garder les horaires qu'il voulait. Alors s'il posait sa tête sur la paille à côté de celle de Ruru, et la rejoignait dans son sommeil. 9. De la fumée. Ru sentait de la fumée. L'instinct la tira du lit, et la poussa vers la fenêtre, où le soleil se levait inexplicablement à l'ouest. Pas le soleil, lui dit son cerveau embrumé, mais un énorme brasier qui embrasait le ciel. Le feu qui lui avait tout pris. Elle devait les aider. Devait les sauver. Cette fois, elle trouverait un moyen et tout serait différent. Devait les aider. Quelque chose s'enfonça dans son épaule. Elle se retourna pour dire à qui que ce soit de garder ses doigts pour soi, mais ne vit que des cerfs. Ru cligna des yeux. Des cerfs de la taille d'une patte d'émeu. Sauf qu'il y avait 4 orteils au lieu de 3, et qu'ils étaient plus acérés que tout ce qu'on pouvait trouver sur un émeu. Un casoar peut-être mais... Elle leva les yeux vers les yeux inquiets de l'extraterrestre, et prit une profonde inspiration. Un air qui sentait le foin et les plumes, plutôt que la fumée. Un cauchemar. Le même qu'elle avait fait bien trop souvent, depuis la nuit où ils étaient morts. Y compris la nuit où ils étaient morts, car elle avait senti la fumée, et vu cette étrange aube à l'ouest même à l'école d'agriculture, située à plusieurs villes de distance. Mais les yeux de l'extraterrestre étaient toujours fixés sur elle, exigeant une explication. Elle soupira. Elle lui avait déjà beaucoup parlé d'elle-même, et les autres filles lui avaient dit qu'elle parlait dans son sommeil quand elle faisait des cauchemars. Alors il avait probablement entendu assez pour mériter le reste de l'histoire. Ru prit une profonde inspiration. Mes parents sont morts dans un incendie. C'était un brûlage de routine qui s'était presque éteint, mais un vent fort et chaud s'est levé pendant la nuit, a attisé les braises de ce qui restait, et il a balayé la ferme de ma famille pendant qu'ils dormaient, avant qu'il n'y ait le temps d'évacuer, ou quoi que ce soit. Leur reste était encore dans la maison, quand les pompiers sont arrivés. J'étais à l'école d'agriculture à ce moment-là, donc je n'étais pas à la maison. Je devais rentrer le week-end pour aider à la récolte, mais le feu a tout détruit. Même les caves, et le millésime qu'ils avaient commencé à mettre en bouteille. Il ne restait plus que des cendres. La seule bonne nouvelle était qu'ils pensaient que les émeux s'étaient échappés. Ils n'en trouvaient aucun reste du troupeau. Ensuite, la compagnie d'assurance a refusé de verser une quelconque indemnisation, car ils ont dit que l'incendie avait été causé par la négligence du gouvernement sur le site du brûlage, ce qui était vrai,
Et au moment où le gouvernement avait même envisagé qu'il devrait une sorte d'indemnisation, la banque est venue réclamer tous les prêts que mes parents avaient contractés pour la ferme, qui auraient dû être remboursés avec la récolte manquante et le premier lot de vin. Mais sans vin et sans récolte, la banque a tout pris. Le gouvernement n'avait toujours pas réglé ces problèmes au moment où j'ai obtenu mon diplôme. L'école a financé une sorte de bourse pour me garder jusque-là, et Franny s'était déjà inscrite au programme Farmstar, alors j'ai pensé que ça valait le coup d'essayer. Pas de gouvernement incompétent dans l'espace, pour déclencher des incendies. Le vignoble durable était le rêve de mes parents, mais à un moment donné, c'est devenu le mien aussi. J'entendais parler de choses à l'école, et quand je rentrais à la maison, ils m'écoutaient vraiment et parlaient de les essayer. Sans l'incendie, ça aurait marché, j'en suis sûre. J'ai pensé que ça pourrait marcher sur Elysium. Mais tout ce qu'on a essayé ici n'est tout simplement pas adapté à la lumière d'Altan. C'est comme si leur rêve était condamné. Tu sais ce qui est le pire? C'est que je rentrais à la maison ce week-end-là, et papa allait m'emmener à l'aérodrome, pour que je puisse prendre ma première leçon de vol, avec l'un des pilotes de repérage des incendies. Si j'avais été là-haut, j'aurais peut-être vu l'incendie. J'aurais pu les sauver. L'extraterrestre hocha gravement la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Eh bien, il les comprenait probablement. Je suis désolé, Les larmes vinrent alors, jaillissant d'elle comme un système d'arrosage défectueux. Quand elle put enfin voir à nouveau, tout ce qu'elle voyait, c'était des plumes. L'extraterrestre avait enroulé ses ailes autour d'elle, dans une étreinte chaude, douce et plumeuse qui était le contact le plus proche qu'elle ait eu avec quelqu'un depuis la mort de ses parents. Elle aurait voulu rester là pour toujours, en sécurité avec quelqu'un qui se souciait d'elle, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle devait retourner au dortoir, avant que quelqu'un ne remarque son absence. Comme s'il lisait dans ses pensées, l'extraterrestre recula, la libérant. Puis il se secoua, et fit une sorte de geste alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la grange. Puis il s'arrêta sur le seuil, et se retourna vers elle, avant de faire à nouveau un geste avec sa griffe. Serre. Patte avant. Puis il ouvrit son bec dans ce que Rue pensa être un sourire, ses yeux pétillants de malice, alors qu'il tapotait son propre dos, puis la pointait du doigt avant de battre une fois des ailes. Tu veux que je grimpe sur ton dos, pour que tu puisses m'emmener voler? Même au moment où ces mots quittaient ses lèvres, elle savait qu'ils sonnaient ridicules. Elle n'était pas censée être près de cet extraterrestre, encore moins le chevaucher. Pourtant, il hocha la tête et battit à nouveau des ailes, la regardant maintenant avec attente. Si quelqu'un la surprenait, elle serait coincée en isolement pendant une semaine. D'un autre côté, voler à nouveau, cette fois avec un extraterrestre, ça en vaudrait la peine. Au diable les inquiétudes. Elle releva l'ourlet de sa chemise de nuit, et grimpa sur le dos de l'extraterrestre. Il était aussi large qu'un cheval, et cela faisait des années qu'elle n'avait pas monté à cru, mais aucun cheval n'avait jamais été aussi doux. La fourrure sur le dos de l'extraterrestre était assez longue, pour qu'elle puisse y entrelacer ses doigts. Elle avait envie d'y enfouir son visage, comme elle le faisait avec les chats de la ferme, quand elle était enfant. Mais ce n'était guère le genre de choses qu'on faisait lors d'un premier contact avec un extraterrestre. Alors elle se força à le serrer avec ses genoux, comme s'il était l'un des chevaux en pension d'il y a longtemps, et posa légèrement ses mains sur son garrot. Ou quel que soit le nom qu'on donnait à cette partie qui descendait de son cou à son épaule, vu que ce n'était pas un cheval. Il hocha à nouveau la tête, avant de se mettre à courir. Sa foulée souple, semblable à celle d'un guépard, les emporta hors de la grange, en direction de la clôture entourant le premier champ. Seule la barrière était fermée, et ils allaient trop vite pour qu'elle puisse dire quoi que ce soit avant. Il bondit, les faisant passer par-dessus la barrière. Au moment où il commençait à redescendre, ses ailes se déployèrent et d'un puissant battement, les propulsèrent haut dans les airs. Rue ne put s'empêcher d'enfouir son visage dans sa fourrure, car avec un décollage vertical comme celui-ci, il fallait soit rester collé à son dos, soit tomber, et elle serait damnée si elle tombait. Même si c'était sa première chevauchée à cru, depuis des années. Et quelle chevauchée c'était! Ils survolèrent les champs, où Rue aperçut les hiboux tournoyer et plonger en chasse.
Le seul son qu'elle pouvait entendre était le vent sifflant à ses oreilles. Un son qu'elle n'avait pas entendu depuis qu'elle avait quitté la Terre, étant donné que les systèmes de ventilation de la colonie ne produisaient jamais plus qu'une légère brise. Mais la vitesse à laquelle l'alien volait générait son propre courant d'air, assez fort pour faire voler ses cheveux en arrière. Ils volèrent de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus des lampes de croissance qui simulaient la lumière du jour dans le dôme. Et si Rue tendait le bras vers le haut, elle s'imaginait pouvoir toucher le dôme lui-même. Elle tendit la main, et découvrit que la surface du dôme n'était pas aussi lisse qu'elle le pensait. Au lieu du plasivert ou d'un autre matériau transparent, c'était du métal froid et réfléchissant, parsemé de minuscules lumières qu'elle avait prises pour des étoiles dans le ciel nocturne au-dessus. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne pouvait même pas voir le ciel ici. Mais elle n'en avait pas besoin, se dit Rue, en clignant des yeux pour chasser les larmes. C'était une planète extraterrestre, sous un soleil extraterrestre, et elle chevauchait un alien volant à l'intérieur d'une ville si high-tech, qu'elle aurait à peine pu en rêver sur Terre. Mais c'était ici qu'elle allait réaliser le rêve de ses parents. Avec l'aide d'aliens comme celui-ci, s'il le fallait. Ici tout était si clair. Peu importe le nombre de cauchemars qui hantaient son sommeil, dans ses heures de veille, elle avait un rêve différent en tête. Un avenir, où elle n'aurait peut-être pas pu sauver ses parents, mais où elle pourrait préserver leurs souvenirs, et en faire un héritage qui perdurerait pendant des générations. Elle se pencha en avant, jetant ses bras autour du cou de l'alien alors qu'il survolait la grotte métallique qu'était Star Farm. « Merci, murmura-t-elle. 10. Même après qu'elle l'ait embrassé pour lui souhaiter bonne nuit, et qu'elle se soit précipitée dans le dortoir où elle dormait, Talon pouvait encore la sentir sur son dos, chevauchant son corps. Par les étoiles, son corps avait été parfait, ses cuisses le serrant fermement tandis que ses mains caressaient sa fourrure. Si seulement elle avait été nue et lui un homme au lieu d'une bête, ils auraient pu transformer cette balade en quelque chose de mémorable. Talon secoua la tête. Il était censé travailler, pas fantasmer sur du sexe sauvage et animal, avec la jolie fille de la ferme. Il devrait faire les choses correctement. L'inviter à sortir, l'emmener dîner et lui apporter des cadeaux, lui parler, toutes ces choses normales que les gens font avant de sauter au lit ensemble. Ou de se rouler dans le foin. Si seulement il n'avait pas promis à la vieille femme de ne parler à aucune des filles. Bien que Ruru soit définitivement une femme, pas une fille. Il somnola jusqu'à ce que l'aube menace, puis rappela les Miols pour les ramener à la maison. Quand il revint à Meol Mews, le nom que Fang et Claw avaient donné en plaisantant à sa propriété, située à un niveau différent du dôme de Nyx par rapport à Star Farm, et qui était resté, il trouva un message de Claw, lui demandant s'il devait apporter quelque chose pour la soirée Go de ce soir. C'était déjà son tour d'accueillir à nouveau. Par les étoiles, ça arrivait vite. Il passa la majeure partie de l'après-midi à ranger, puis commanda de la nourriture, pour qu'elle arrive en même temps que ses amis. Achille s'était excusé. Quelque chose à propos d'un entraînement, pour le prochain match dans l'arène. Talon renifla. Achille n'avait pas participé à plus d'une ou deux de leurs soirées Go, depuis son arrivée dans la colonie. Il quittait rarement le dôme de l'arène. Peut-être devrait-il le faire accueillir plus souvent. L'arène avait après tout un service de restauration sur place. Il lui serait donc plus facile de trouver de la nourriture pour tout le monde, et ce n'est pas comme s'il avait besoin de cacher sa nature au personnel avec lequel il travaillait tous les jours, car il connaissait sûrement déjà son secret. Donc ce ne serait que tous les trois ce soir. Le vampire, le griffon et l'ours. Ou le dentiste, le dératiseur et le boulanger. Il devrait demander à Claw d'apporter des pâtisseries. Peut-être même un peu plus pour qu'il puisse en apporter à Ruru demain. Quand les autres arrivèrent, Talon était fatigué. Trop fatigué pour se concentrer sur le jeu, ou ses amis, car ses pensées ne cessaient de revenir à Ruru. Avant qu'il ne s'en rende compte, Claw l'avait battu, et Talon se retrouva à fixer le plateau, sans aucune idée de comment c'était arrivé. Il ne restait plus qu'une seule pâtisserie. Talon s'en empara, se demandant si c'était suffisant pour l'apporter à Ruru demain. Non, demain elle serait rassise. Il devrait acheter une boîte fraîche chez Claw,
en allant à Star Farm. Il la mangea donc à la place. Je vais à un événement de speed dating vendredi soir, et je veux que vous veniez tous les deux avec moi comme mes wingmen, dit Chloe. Quoi? Laissa échapper Talon, manquant de recracher sa dernière bouchée de pâtisserie. Il ne voulait pas aller à un de ces trucs de rencontre, où il était censé flirter avec des filles qui tourneraient le nez, quand elles découvriraient qu'il était un griffon. Une chimère, un métamorphe qui se transformait en une bête hybride, au lieu d'un animal ordinaire. Pas comme Ruru. Elle aimait sa forme de griffon. Elle était vraiment la femme parfaite pour lui. Si seulement elle le voyait comme un homme, et pas seulement comme une bête. Fang marmonna quelque chose à propos d'âmes sœurs prédestinées, une sorte de mythe vampirique. Talon renifla. Il n'y avait pas de telle chose que des âmes sœurs prédestinées. Soit on s'entendait, soit on ne s'entendait pas et on divorçait. Mais Fang avait l'air de vraiment croire au mythe. Alors tu dois y aller. Et si ton âme sœur t'attendait à l'agence? Demanda Talon. Voilà. Que Fang y aille avec Chloe, et lui pourrait aller à Star Farm avec les Meols et emmener Ruru voler à nouveau. Peut-être même prendre le risque d'essayer de lui parler. Les griffons ne s'accouplent pas pour la vie, eux aussi? Et si tu avais une âme sœur, et qu'elle allait être à cet événement? Demanda Fang. Talon ne savait pas ce que faisaient les autres griffons. Il n'en avait jamais vraiment rencontré un. Les chouettes s'accouplaient pour la vie, comme ses parents l'avaient fait, mais les griffons étaient autant chats que chouettes, et les matous étaient légendaires pour ne pas choisir un seul partenaire. Chloe fit un geste apaisant. Les gars, si l'un de vous rencontre l'amour de sa vie, je me retirerai totalement, et vous excuserai de vos devoirs de wingman pour la soirée. Qui sait ce qui pourrait arriver à ces événements? J'ai juste besoin que vous veniez tous les deux avec moi. Je paierai même vos billets, la nourriture et les boissons. Ça vous va? Talon se redressa. C'est celui qu'ils font à Forge? Il avait entendu des choses incroyables sur le chef là-bas. Non, c'est au First Shot Cantina. L'agence de rencontre qui se réunit à Forge est gérée par des cupidons, et c'est tout pour chercher l'amour, pas spécifiquement pour apparier les humains avec les titans. Celui-ci est plus pour les gens intéressés par la reproduction. Donc la nourriture et les boissons seront nulles, mais les chances de coucher sont super élevées, traduisit Talon. Pas son truc. Il préférerait passer la soirée avec Ruru. Pour toi peut-être. Je suis toujours un vampire, dit Fang. Talon lui tapa dans le dos. Ouais, mais tu es un riche et sexy dentiste vampire. Je suis sûr que les filles humaines adorent ça. Il tendit la main vers son bol de pâtes. C'était encore chaud, alors il se dit qu'il ferait mieux de le finir avant que ça ne refroidisse. Donc c'est d'accord, oui. Nous trois, allons faire du speed dating au First Shot Cantina vendredi prochain. Je vous enverrai l'heure et les autres détails sur vos tablettes. Ne soyez pas en retard. Claude dit cela, en finissant sa dernière gorgée. J'ai du pain à pétrir, pour qu'il lève à temps pour demain, et mes pâtisseries ne se feront pas toutes seules. Avec un dernier signe de la main, il était parti. Tu as le temps pour un autre verre, ou tu pars aussi? Demanda Talon, se tournant vers Fang. Fang vérifia l'heure. J'ai toute la nuit pour rentrer chez moi, et plus de patience ce soir. Je pourrais prendre un autre verre, si tu as du bon. Talon sourit. Eh bien, figure-toi que j'ai mis la main sur une bouteille de véritable tequila brassée sur terre, venant d'Éden cette semaine, en remerciement pour mes services de lutte antiparasitaire. Toutes ces années à l'université, à étudier les animaux, alors que mes vrais talents étaient de dire aux Meols quoi faire, pendant que je m'assois, et les laisse faire tout le travail. Ouais, mais c'est uniquement parce que tu as élevé des hibukas supérieurs dès le départ, ce que tu n'aurais pas pu faire sans ces années d'études. Et le fait que tu les aies élevés dans l'espace sur le Titanic, et que tu nous aies invités pour une soirée de go là-bas, la nuit même où Titania est devenue folle, et où tout a dégénéré, ce qui a sauvé nos vies, et la plupart de ton stock d'élevage. Talon retira le bouchon de la bouteille, puis versa le contenu dans 2 verres. Il leva son verre et fit signe à Fang d'en faire autant. Au Ibuka,
au miracle et au destin qui nous aime, dit-il. Il n'osa pas mentionner Ruru, mais ajouta silencieusement son espoir qu'elle puisse trouver dans son cœur la force de l'aimer. Au Ibuka, au miracle et à la faveur du destin, acquiesça Fang, en vidant son verre avec une grimace. Talon secoua la tête. Le vampire n'appréciait tout simplement pas la tequila, comme il le fallait. Alors, une idée de pourquoi Claude voudrait aller à un événement de rencontre pour éleveurs. Demanda Talon. Fang se contenta de secouer la tête. Peut-être qu'il pense que son horloge biologique tourne. Ou peut-être qu'il fait ça comme un service pour quelqu'un d'autre, et qu'il nous emmène pour ne pas avoir l'air suspect. Je veux dire, tu attireras toute l'attention, donc personne ne nous remarquera, lui ou moi. Talon éclata de rire. Ouais, jusqu'à ce que les filles humaines réalisent que les bébés griffons naissent par portée d'au moins 3. Ensuite, elle s'enfuit en hurlant loin de moi aussi. Avouons-le, nous sommes tous condamnés à rester célibataires à vie. Achille aussi. Eh bien oui, mais lui il est, tu sais. Fang hocha la tête. Ouais. Ça fait paraître les quintuplés griffons, facile à gérer. Je n'étais qu'un triplé, tu sais. Il pourrait ne pas y en avoir plus de 3. Fang fixa son verre vide. C'est 3 enfants de plus que je n'en aurai jamais. Il attrapa la bouteille, et versa 2 nouveaux verres de tequila. Aux célibataires à vie, dit-il solennellement. Aux vieux hommes solitaires, dit Talon. Mais alors qu'il vidait son verre, il jura que les seuls vieux hommes solitaires seraient Fang et Claude. Parce que la prochaine fois qu'il verrait Ruru, il allait l'inviter à sortir, peu importe ce que dirait la vieille femme. 11. Dépêche-toi de t'habiller, Ru, ou tu vas être en retard, la gronda Donna. Ru leva les yeux de la table, qu'elle était en train d'essuyer. Quoi? Je ne vais pas à ce truc de rencontre. Donna fit un bruit impatient. Bien sûr que si. Linnea ne se sent pas bien, donc tu vas devoir prendre sa place. Linnea était déjà enceinte et probablement en train de vomir quelque part, traduisit Ru. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'y aller? Je vais accomplir mon contrat de 10 ans à la ferme. Je n'ai pas besoin d'avoir des bébés, dit Ru. Ne sois pas bête. Ton contrat stipulait 10 ans et 4 enfants. Tu es plus âgé que les autres, donc tu dois commencer tôt. Construire un monde meilleur signifie porter les enfants qui prendront la relève après toi, tu te souviens, dit Donna. Encore cette propagande, qu'on leur avait enfoncée dans le crâne pendant leur formation sur Terre. Ru était presque certaine que Donna n'y croyait pas non plus, mais certaines filles l'avaient adoptée comme une nouvelle religion. De plus, Ru savait qu'il valait mieux ne pas appeler ça par son vrai nom. Ça ne ferait que l'envoyer en isolement. Cela pourrait la sauver de cette histoire de rencontre, mais elle manquerait aussi le retour de l'extraterrestre. Va te préparer tout de suite, parce que si tu fais attendre tout le monde, dès que tu rentreras, je te mettrai en isolement, menaça Donna. Burke. L'isolement ne valait pas le risque, si elle devait quand même aller à ce truc. D'accord, souffla Ru, et elle fila vers la salle commune. Les autres filles étaient déjà habillées d'une sélection de robes de cocktail, qui n'avaient rien à voir avec les vêtements ternes qu'elles portaient à la ferme. Entre les jolies robes, le maquillage et l'excitation qui montait dans l'air, Ru ne put s'empêcher de sourire. Ça ne la dérangeait pas de s'habiller élégamment de temps en temps. Mais quant à coucher avec un type qu'elle venait de rencontrer, non, elle n'avait aucune intention de faire ça. La seule robe restante à la taille de Ru était une simple petite robe noire. Un peu de détails brillants, une jupe qui couvrait ses fesses, et un décolleté qui ne faisait pas déborder sa poitrine. Pas mal, pensa-t-elle en se regardant dans le miroir. Viens, je vais te maquiller, dit Franny. Il faut mettre en valeur tes yeux. C'est ton meilleur atout. Contrairement à sa bouche trop petite, que les garçons à l'école avaient qualifiée de tête de garce au repos. Bien sûr, à l'école d'agriculture, ça avait été différent. Plus de garçons que de filles, et elle n'avait grandi avec aucun de ces garçons. Donc elle s'était bien entendue avec eux. Peut-être un peu trop bien dans certains cas, mais Ru n'avait pas regretté les occasionnels roulages de pelle dans le foin à l'époque. Mais elle connaissait ces garçons. Ce soir serait différent. En quelques minutes, Franny avait fait des merveilles,
et Rue ne put s'empêcher d'admirer le résultat. Ses yeux paraissaient énormes. Bon, allons-y, dit Rue. Franny sourit. Ça va être amusant. Puis Donna commença à distribuer des boissons qu'elle insistait pour améliorer leur fertilité, ce qui ne fonctionnerait pas sans une bite dans l'équation, se promit Rue en l'avalant d'un trait avec les autres, et les poussa vers la porte. 12. Rue se tenait à l'arrière de la foule, un verre à la main, observant les hommes qui entraient nonchalamment dans le pub. La plupart d'entre eux semblaient nerveux et ordinaires, bien que certains affichaient une attitude arrogante, qui lui donnait envie de les éviter à tout prix. Elle reconnaissait bien les connards. Puis 3 hommes sont arrivés ensemble. Des amis apparemment, vu la façon dont ils se charriaient mutuellement, en signant une sorte de décharge que l'un des serveurs exigeait. Donna avait probablement géré tous les termes du contrat pour les filles de Farmstar, comme d'habitude. Mais ces 3-là, ils n'avaient rien à voir avec les désespérés et les célibataires, qui composaient la majorité des clients. Le premier qui entra balaya la salle du regard, comme un prédateur évaluant les menaces potentielles. N'en trouvant aucune, il lissa ses vêtements coûteux et se tourna vers ses amis. Rue ne l'aurait pas pris pour un extraterrestre, si ce n'était l'aperçu de Crow, lorsqu'il ouvrit la bouche pour parler à ses amis. Définitivement pas comme l'autre alien, qu'elle avait rencontré. Le plus grand des 3 était un homme imposant comme un ours, costaud sans être gros. Même s'il portait une chemise ample, elle pouvait encore voir le contour des muscles sous le tissu. Il pourrait probablement la soulever d'une seule main, sans même transpirer. Il avait sûrement une queue massive pour aller avec, ce que l'une des filles les plus portées sur le sexe apprécierait. Rue décida de l'éviter. Et le 3e, criait fils de fermier riche depuis l'autre bout de la pièce. Il n'était pas habillé différemment de l'ours, mais il était plus mince, avec une peau foncée contrastant avec la pâleur de l'alien au croc. Il se déplaçait comme un épouvantail, comme s'il n'était toujours pas habitué à marcher. Un fils de fermier dégingandé. Tout comme ceux avec qui elle était allée à l'université. Il regarda autour de lui, poussa un profond soupir, comme s'il ne voulait pas être là et n'était venu que pour soutenir ses amis, puis se dirigea vers le bar. Eh bien, Rue savait avec quel homme elle allait passer la soirée. Au moins, elle et le fils de fermier auraient quelque chose dont parler. 13. Ils étaient peut-être arrivés ensemble, mais dès que Fang et Chloe ont vu les femmes proposées, ils ont abandonné Talon. Ce qui lui convenait parfaitement. Ce n'est pas comme s'il voulait s'accoupler avec une fille au hasard, de toute façon. Il se demandait si les autres remarqueraient s'il partait tôt. Messieurs, il est temps de prendre vos places. Les dames sont impatientes de vous rencontrer, minaudait le faune qui les avait accueillis à la porte. Définitivement le moment de partir. Peut-être avait-il encore le temps de repasser chez lui pour prendre les Miols. Comme ça il aurait une excuse pour aller à Star Farm voir Ruru. C'est alors qu'il l'a vue. Sombre comme une ombre, cachée parmi toutes ces femmes avec leurs robes étincelantes et leur peau exposée. Mais ses yeux étaient fixés sur lui, chaleureux et accueillants. « Salut garçon de ferme. Viens t'asseoir avec moi, dit-elle en poussant du pied la chaise en face d'elle. La femme parfaite. Talon ne put s'empêcher d'obéir. Comment pouvait-il partir, alors qu'elle était là? Bonjour Ruru, dit-il. Elle cligna des yeux, puis secoua la tête et reporta son regard sur lui, comme si elle buvait ses désirs les plus profonds. Pourquoi m'as-tu appelé comme ça? Étoile. Elle ne le reconnaissait pas. Sans elle ni griffe ni bec, habillée. Talon se creusa la cervelle, pour trouver une explication qui ne sonnerait pas stupide. Ah, il l'avait. Parce que d'où je viens, un Ruru est un petit hibou avec d'énormes yeux sombres, si grands qu'ils font paraître sa bouche petite et pincée, toute plissée de désapprobation, ou comme si tu voulais un baiser. Étoile, il aimerait l'embrasser. En commençant par ses lèvres, puis en descendant le long de son cou jusqu'au sein caché sous sa robe, tout le long jusqu'à... Je ne suis pas là pour séduire qui que ce soit. Je suis venu comme une faveur pour une amie, dit Ruru en croisant les bras sur sa poitrine. Talon rit. Ça fait 2 d'entre nous.
J'aurais préféré rester à la maison avec mon troupeau, plutôt que de venir ici. Tu vois? Je savais que tu étais un garçon de ferme. Il faut une fille de ferme, pour en reconnaître un. Elle leva son verre vers lui, puis prit une gorgée. Son visage se crispa d'horreur, alors qu'elle recracha la gorgée dans le verre d'où elle venait. Mon Dieu, c'est quoi cette mixture? Elle repoussa le verre. Talon lui tendit le sien. Celui-ci, c'est de la bière, ou c'est ce que le barman a dit. Je peux t'en chercher une si tu veux. Elle renifla le verre avec précaution, puis secoua la tête. Ça ira, merci. Alors comment t'appelles-tu, garçon de ferme? Elle ne le reconnaissait vraiment pas. Talon. J'ai grandi sur Tito, dans la ferme fruitière de mes parents. Des mangues principalement, bien qu'ils cultivaient d'autres choses. Comment c'était? Demanda-t-elle en tournant ses grands yeux vers lui. Misérable la plupart du temps. Enfin, la partie mangue, en tout cas. Quand tu es autour d'elle tout le temps, ça ne prend pas longtemps avant que tu ne puisses plus les supporter. Oh, mais les goyaves. À l'époque de la récolte, je pouvais vivre de ça. Si douces, et elles sentaient tellement bon. Mieux encore, mes sœurs ne les aimaient pas, donc je n'avais jamais à partager. Il y avait aussi les rizières. Pleines de grenouilles pour éliminer les insectes, et bien qu'on avait le droit de les attraper, on devait toujours les remettre dans l'eau. Je me souviens d'une fois, je devais avoir environ 4 ans, j'ai attrapé une grenouille si grosse que je pouvais à peine la tenir. La bouche de Talon semblait ne plus pouvoir s'arrêter de babiller, tandis qu'il fixait ses yeux, et qu'elle lisait les secrets de son âme. Elle souriait, et hochait la tête et écoutait. Quand il essayait de tourner la conversation vers elle, elle haussait simplement les épaules, et disait qu'elle n'était pas si intéressante, puis lui posait une autre question, ses yeux avides attendant de boire sa réponse. Il parla de ses sœurs et de ses parents, et de la ferme sur Tito, qui était maintenant envahie par des robots. Sa famille avait pris une ferme dans le dôme agricole, où il s'affairait à cultiver un verger, pour aider à approvisionner la colonie. Eh bien, pour le moment, ils approvisionnaient surtout les restaurants haut de gamme, car il n'y en avait pas assez pour tout le monde, mais dans 1 an ou 2, ses sœurs prévoyaient d'ouvrir une épicerie où elles pourraient vendre leurs produits, comme les mères vendaient leurs poissons en ville. Il y a des hommes-poissons ici, De vrais hommes-poissons? Ses yeux s'écarquillèrent impossiblement. Bien sûr. Là où il y a des titans, il y a des hommes-poissons. Ils sont une sorte de gardiens de la paix. Sauf Ali, bien sûr. L'exécutrice mère était terrifiante quand il le fallait. Il avait entendu des histoires. Talon secoua la tête. Il ne voulait pas effrayer Ruru. Mon ami Achille est sorti avec une fille, mère une fois. Il a dit que le sexe était incroyable, mais elle ne voulait le faire que dans l'eau. Il a failli se noyer une nuit, où elle voulait être au-dessus. Il s'interrompit, sentant ses joues s'échauffer. Il ne devrait pas raconter ça, à Ruru. Comment est-ce même possible? Je veux dire, ne sont-ils pas juste des écailles et une queue en dessous de la taille? Demanda Ruru, mystifiée. Bien sûr, elle était humaine. Elle n'avait jamais rencontré de mère. Seulement quand ils le veulent. Ce sont des métamorphes. Ils peuvent être aquatiques, ou ils peuvent ressembler exactement à un humain, donc tu ne saurais jamais ce qu'ils sont vraiment. Comme Ali, qui passait pour humaine parmi les humains, bien qu'aucun titan ne soit assez stupide pour faire cette erreur. Est-ce que tous les extraterrestres sont des métamorphes? C'était sur le bout de sa langue de lui dire. Étoile, il le voulait. Il voulait se transformer là et maintenant, et lui montrer exactement à quoi il ressemblait, pour qu'elle sache que c'était lui. Mais il devrait d'abord répondre à sa question. Non, pas tout le monde. Les titans viennent sous toutes les formes et tailles et sortes. Il y a des métamorphes, mais il y a des élémentaires qui s'occupent de l'approvisionnement en eau, et des conduits de ventilation. Des vampires comme Fang, ou des dryades qui vivent dans les arbres, ou des anges, des djinns, des démons. Même moi je ne connais pas toutes les créatures que les titans peuvent être. Ce n'est pas poli de demander, surtout quand il y a de nouveaux hybrides qui naissent tout le temps. Comme les hybrides extraterrestres humains, qu'ils essaient de concevoir ici. Demanda-t-elle, en faisant un signe de tête vers les autres tables.
Les autres tables vides. Il ne restait presque plus personne dans le bar, à part eux et le barman. Je n'en suis pas si sûre. Je pensais que la colonie offrait une prime de naissance pour les hybrides, afin d'encourager les relations interespèces. Et aucune relation n'est plus proche que lorsqu'on se déshabille avec quelqu'un pour faire un bébé. Bon sang, il rougissait encore. Heureusement qu'elle ne pouvait pas le voir. Quelle prime? Comment pouvait-elle ne pas en avoir entendu parler? Elle était ici comme tous les autres, dans l'espoir d'en profiter. Sauf qu'elle avait dit qu'elle était là, pour rendre service à une amie. Mais son amie avait sûrement dû en entendre parler. C'était mentionné dans tous les documents d'orientation, et publicisé sur toutes les chaînes de divertissement. Même les aérovoitures avaient des affiches qui le proclamaient. Talon ouvrit la bouche. Dernière commande avant la fermeture du bar. Les capsules de couplage sont ouvertes toute la nuit, alors si vous y allez maintenant, vous auriez peut-être juste le temps pour un coup rapide avant minuit. Aboya le barman, ses yeux parcourant rue. Où est passé le temps? Murmura-t-elle en se levant. Au lieu de se diriger vers l'arrière de la cantina où les autres couples étaient allés, elle se dirigea vers la porte d'entrée. Attends, est-ce que je te reverrai? Laissa-t-il échapper. Elle hocha la tête. Je serai là la prochaine fois qu'il y aura un événement de speed dating, j'imagine. C'était agréable de discuter avec toi, dit-elle en partant. 14. Je suis désolée de ne pas avoir été là hier soir. J'ai dû aller à cette soirée de speed dating. Une de mes amies était malade, et j'ai dû prendre sa place, dit Ruru en entrant dans la grange. Tu ne croirais pas toutes les choses que j'ignorais sur la colonie, ou sur les titans, et que j'ai apprises là-bas. Comme le fait que c'est ainsi que s'appelle ton peuple, et que si certains d'entre eux sont des métamorphes, il existe toutes sortes de capacités différentes, mais qu'il est impoli de demander, alors peu importe à quel point je meurs d'envie de le faire, je ne devrais pas, sinon j'offenserais les gens. Et comment ce n'est pas la seule ferme de la colonie, et que bientôt, ils produiront assez de nourriture, pour qu'on n'ait plus à manger des barres de rations tout le temps. Et l'alcool est affreux, même la bière, parce qu'elle n'est pas brassée correctement. Ou pas du tout. Ce ne sont que des cocktails chimiques créés pour saouler les gens, mais rien à voir avec la vraie chose. Je parie qu'il y aura une émeute quand le premier millésime de vin sera mis en bouteille, parce que ce qu'ils appellent du vin dans ce pub, sentait plus comme quelque chose qui appartenait à un urinoir. Elle se blottit sous son aile, et l'autre côté de leur conversation se déversa. Les mots qu'elle n'avait pas dits dans le pub, toutes les pensées et les sentiments qu'elle avait eus pendant qu'il ne cessait de babiller sur lui-même. Mais elle avait écouté chaque mot, vraiment écouté, et elle parlait même de devoir y retourner la semaine prochaine, pour aider ses amis à trouver des partenaires, et il y avait tellement plus qu'elle voulait savoir. Tellement plus qu'elle voulait demander, et chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que cimenter la certitude grandissante dans son cœur. S'il existait des âmes sœurs, alors Ruru était sûrement la sienne, la femme la plus parfaite qu'il ait jamais rencontrée, et la seule qu'il désirait. Même un trou noir supermassif ne pourrait l'empêcher de la retrouver à la cantina la semaine prochaine. Ce n'est que lorsqu'elle glissa des bottes de foin et lui souhaita bonne nuit, avant de s'élancer dans l'obscurité, qu'il réalisa qu'elle n'avait toujours pas remarqué que Talon l'homme et Talon le griffon étaient une seule et même personne. La semaine prochaine, il le lui dirait, se promit-il. Au moins de cette façon, il pouvait tenir sa promesse envers la vieille femme, et ne pas parler aux filles de la ferme. Il avait déjà pris rendez-vous avec elle à la cantina, pour se retrouver à nouveau la semaine prochaine. Et il avait hâte. 15. Tu es impatient ce soir, dit Chloe alors qu'il suivait Fang dans la cantina. Je sais qu'il pense avoir trouvé son âme sœur, mais tu ne crois pas à ces choses-là, n'est-ce pas? Talon pensa à Ruru. Peut-être que je commence à y croire. La bonne femme pourrait me faire croire presque n'importe quoi. Y compris qu'il y a une âme sœur, pour chacun d'entre nous quelque part. Chloe secoua la tête. Pas pour tout le monde. Juste pour quelques chanceux. Elle était là, assise à la même table que la dernière fois, regardant la porte avec expectative. Puis elle sourit juste pour lui, et lui fit signe.
Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais je me sens vraiment chanceux ce soir, dit Talon en traversant la foule du pub comme si elle n'existait pas. Ouais, eh bien, il y a une semaine de préservatifs dans cette boîte. Assure-toi de les utiliser, dit Chloé avant de s'éloigner. Probablement pour retrouver la fille qu'il avait envoûtée, la semaine dernière. Je ne la trouve pas. Fang était soudainement sur son chemin, un grand mur blanc d'inquiétude. Elle n'est pas là. Qui? Demanda Talon. Ruru était là, c'était elle qui importait. Pas la conquête de Fang de la semaine dernière. Dandelion, dit Fang en scrutant la foule comme s'il s'attendait à la trouver. Talon ricana. Dandelion. Tu crois que ton âme sœur est une fille qui s'appelle Dandelion? Je ne sais pas si c'est mon âme sœur. Mais il y a quelque chose à propos d'elle, et je dois la revoir. Et Fang était parti. Talon secoua la tête. Les vampires étaient bizarres, et Fang était plus bizarre que la plupart. Mais c'était un bon gars avec un bon cœur, alors Talon espérait qu'il trouverait la fille, surtout si elle était son âme sœur. En parlant d'âme sœur. Ruru, souffla-t-il en s'asseyant en face d'elle. Elle rit. En fait, c'est juste Ru, pas deux. Mais quand tu le dis comme ça, je dois admettre que je pourrais absolument m'y habituer. Talon leva les sourcils. Tu flirtes avec moi? Parce que je pensais que la semaine dernière, tu avais dit que tu n'avais pas l'intention de séduire qui que ce soit. Elle rougit. Ce n'est pas ça, mais j'ai beaucoup aimé parler avec toi la semaine dernière. Tellement que j'espérais te revoir, aujourd'hui. Tu as dit quelque chose à propos de l'intelligence centrale sur Tito, et comment c'était une grande IA qui gérait tout en quelque sorte, et qu'il y avait des robots. Je me demandais à quoi ça pouvait ressembler. Tu pourrais me le dire? Alors il le fit. Toutes les bonnes choses, les choses utiles, que l'intelligence centrale et son armée de robots avaient faites pour Tito et Alba, pour que tout fonctionne sans accroc, avant que l'IA ne devienne folle, et ne commence à tuer des gens. Contrairement à la plupart des autres survivants, il n'avait vu aucune des attaques en personne, juste aux informations. Lui et les autres dormaient pour récupérer d'une nuit de go arrosée sur le Titanic, quand tout est parti en vrille à la surface. Beaucoup de ces bonnes choses étaient aussi présentes ici, dans la colonie. Des soins de santé universels, et un revenu de base. Un congé parental payé, et un logement pour tous. S'assurer que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités, au moins ici dans la colonie. Sur les autres planètes, qui n'étaient pas terraformées, la vie pouvait être plus dure. Mais les gens là-bas étaient ceux qui faisaient la terraformation pour qu'il puisse y avoir d'autres villes, comme celle-ci, à travers le système. Bon sang, ils avaient eu la belle vie sur Tito. Ce n'était pas parfait, mais c'était proche. Jusqu'à ce que cette stupide IA dysfonctionne, et détruise tout ce qu'ils avaient créé. Avant qu'il ne puisse s'arrêter, il lui racontait comment le Titanic était passé de laboratoire de recherche vide à un vaisseau colonial rapidement rempli, alors que les réfugiés arrivaient de partout dans le système. Sans le Titanic, ils seraient tous morts. C'est comme ça que vous êtes tous arrivés ici? Où est le Titanic maintenant? Elle laissa échapper un petit rire. Je suis désolée, il y avait un navire de ce nom sur Terre qui a connu une fin tragique. Je n'arrive pas à croire que votre peuple ait nommé un vaisseau comme ça, mais je suppose que si vous ne saviez pas. Il la regarda fixement. Comment pouvait-elle ne pas savoir? Ton peuple a détruit le Titanic. Ils ont lancé un énorme astéroïde de glace dessus, et l'ont réduit en miettes, tuant ceux à bord avant même qu'ils ne puissent atteindre les capsules de sauvetage. C'est ce qui a déclenché la guerre. Sa bouche s'ouvrit grand. C'est horrible. J'ai du mal à croire. Je veux dire, je savais qu'il y avait eu une guerre et un traité de paix, et que nous sommes tous censés partager ce système maintenant, mais je n'en ai entendu parler que quand nous nous sommes réveillés ici. Donna ne nous a certainement pas parlé de ça. Je suis tellement désolée, Talon. As-tu perdu des êtres chers pendant la guerre? Talon secoua la tête. Des collègues, des connaissances, des gens que je connaissais, ou que j'avais appris à connaître pendant que nous étions sur le vaisseau, mais ma famille a passé la majeure partie de la guerre sur Delta, à aider les terraformeurs.
Je crois qu'ils ont planté les premiers cocotiers sur l'une des îles là-bas, et la dernière fois que j'en ai entendu parler, ils n'étaient pas morts. Les arbres, je veux dire. Ma famille est maintenant dans le dôme agricole, ici. Ils devaient remercier Fang pour ça. Pendant que les robots rasaient les villes, Fang avait envoyé l'un de ses vaisseaux pour récupérer sa famille et les provisions alimentaires qui s'étaient avérées inestimables pendant le voyage. Elle lui fit un triste sourire. Ça doit être agréable d'avoir ta famille proche, où tu peux leur rendre visite quand tu veux. Trop tard, il se souvint qu'elle avait perdu sa famille dans les circonstances les plus horribles. Il commença à bégayer des excuses. Où est-elle? Le cri venait d'un homme à l'air furieux, qui tenait le barman par la gorge, ses jambes se balançant à un bon mètre au-dessus du sol. Où est-elle? Demanda-t-il à nouveau. Monsieur Shade. Si nous pouvions aller dans mon bureau, réussit à articuler le barman d'une voix étranglée. L'homme en colère abaissa le barman jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol, avant de le conduire à l'arrière par une porte marquée personnel uniquement. Quel genre de créature est-ce? Chuchota Ruru. Celui qui est en colère? Un incube. Tu peux le voir à ses marques, qui brillent quand il se nourrit. Ils se nourrissent d'émotions, les incubes. Donc plus l'autre gars a peur, plus l'incube devient puissant. À ne pas confondre avec un succube, qui se nourrit d'énergie sexuelle. Le high d'un orgasme. La plupart des gens croient que les incubes sont tous des hommes, et les succubes toutes des femmes, mais ce n'est pas vrai. J'ai entendu dire que les incubes sont en fait une sorte d'hybride de vampires faibles, bien que je ne sache pas quelle est l'autre partie de leur héritage, tandis que les succubes sont quelque chose de complètement différent. En fait. Où est-elle? L'incube était de retour, bien qu'il n'y ait aucun signe du barman, et maintenant il se dirigeait droit vers eux. Talon prit une profonde inspiration, prêt à se transformer pour protéger Ruru. Il ne voulait pas se révéler comme ça, mais s'il le devait. Où est-elle? Vous les filles, venez toutes de cette ferme de pute. Où est la blonde qui portait du blanc la semaine dernière? Talon pouvait sentir sa colère monter. Nourrissant l'incube sans doute, mais cela n'aurait plus d'importance quand il lui arracherait la gorge avec ses serres. La main de Ruru se leva pour l'arrêter. Elle prit une profonde inspiration, puis dit calmement. Je ne sais pas de qui tu parles. Si tu cherches une fille en particulier de Star Farm, tu dois parler à Donna, la femme responsable de la ferme. Si quelqu'un sait, ce sera elle. L'incube cligna des yeux, ses marques s'estompant à mesure que la colère le quittait. Merci. Je vais le faire. Il s'éloigna d'un pas rageur. Ruru laissa échapper un soupir. En fait, je pense qu'il parlait de Dani. Elle portait une robe blanche la semaine dernière, et elle a les cheveux blonds. J'ai entendu dire qu'elle avait eu une aventure avec un vampire la semaine dernière. Je ne l'aurais pas cru si tu ne m'avais pas dit qu'ils existaient vraiment. Elle n'est pas là ce soir. Elle est restée à la ferme. Tu penses que le vampire l'a peut-être blessée? Le seul vampire qui était là la semaine dernière était Fang, qui cherchait aussi quelqu'un. Pissenlit? Demanda-t-il, et Ruru acquiesça. Le vampire est mon ami, et un dentiste. Il ne lui aurait pas fait de mal. Je pense même qu'il avait un petit faible pour elle. Il n'osa pas mentionner les âmes sœurs, ou d'autres mythes dont Ruru n'avait probablement jamais entendu parler. Je n'aurais pas laissé l'incube te faire du mal non plus. S'il avait ne serait-ce que posé une main sur toi. Elle sourit. Merci. Je devrais probablement rentrer, cependant. Il se fait tard, et je devrais prévenir Donna qu'un incube en colère appelé Monsieur Shade la cherche. Est-ce que je te reverrai la semaine prochaine? Lâcha-t-il, n'aimant pas à quel point il avait l'air désespéré. Une légère rougeur colora ses joues. Bien sûr. Et puis il était parti. Flora les avait tous envoyés au lit à leur retour. Donc, Rue n'avait pas eu l'occasion de parler à Donna. En fait, elle ne l'avait presque pas vu ni entendu du tout pendant la semaine suivante, car ils étaient si occupés à récolter le maïs. Plus d'une fois, Rue aurait souhaité avoir quelques-uns des robots dont ils avaient parlé pendant la formation.
Le même type que Talon avait dit aider dans la ferme de sa famille, sur Tito. Pourquoi n'y avait-il pas de robots ici? Ils avaient dû suivre des cours sur l'entretien des robots, pour s'assurer qu'ils pouvaient effectuer des réparations de base, et puis, il y avait eu les cours de programmation pour qu'ils puissent dire aux robots quoi faire. Des choses dont elle n'avait pas eu besoin du tout. Ce n'était pas la première fois qu'elle se demandait pourquoi les choses s'étaient avérées si différentes de ce à quoi on les avait préparées sur Terre. C'était peut-être à cause de la guerre ou des extraterrestres. Ça pourrait l'expliquer. Toi. J'ai entendu dire que tu te crois trop bien pour porter un enfant pour cette colonie. Rue sortit de sa rêverie pour trouver Donna debout devant elle, la pointant du doigt. Moi? Demanda faiblement Rue. La seule raison pour laquelle tu participes à cet événement de speed dating est pour que tu puisses concevoir un enfant pour la colonie. C'est un privilège d'être autorisé à socialiser avec les autres colons, mais c'en est un que certaines d'entre vous ne méritent pas. Donc, lors de l'événement de speed dating ce soir, je veux entendre que chacune d'entre vous a emmené un homme dans l'une des capsules de couplage ce soir. Toute fille qui ne le fera pas, se retrouvera en isolement demain matin, où elle restera pendant le mois suivant. Rue ferma les yeux. Elle ne pouvait pas passer une semaine dans une pièce sans rien faire, encore moins un mois entier. Il devait rentrer la récolte, puis planter les nouveaux champs. Est-ce que tu me comprends? Exigea Donna. Oui, chuchota Rue. Est-ce que tu vas coucher avec un homme ce soir, pour remplir tes obligations contractuelles, en tant que membre du collectif Farmstar? Rue se tortilla. Oui. Donna soutint son regard pendant un moment atrocement long, avant de la relâcher. Cela vaut pour vous toutes. Les têtes hochèrent. Ce sont des hommes désespérés. Ça ne prendra pas longtemps. Faites-le, faites vite, et puis rentrez à la ferme. Oui, Donna, répondirent-elles en chœur. Pas question, pensa Rue sans le dire. Elle devait trouver un plan avant ce soir. 17. Cette fois, lorsque Talon s'assit en face de Ruru, son froncement de sourcils ne fit que s'accentuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Elle déglutit. Je ne sais pas comment te dire ça, mais peux-tu venir avec moi dans l'une des capsules d'accouplement? Je pourrais t'expliquer là-bas. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'observe. Talon hocha la tête. Bien sûr. Elle prit sa main et le conduisit à l'arrière du pub, où les deux murs étaient remplis de ce qui ressemblait à de grands casiers. Elle pressa sa paume contre le pavé à côté du plus proche, et la porte s'ouvrit. C'était comme une cabine de douche, mais horizontale, avec un mince matelas au fond. Ce serait un peu serré à deux, là-dedans. Entre, dit-elle. Talon avala sa salive, mais il était logique qu'il entre en premier. Il était beaucoup plus grand qu'elle. Il se glissa à l'intérieur, essayant de se tasser contre un mur pour lui laisser le plus d'espace possible. Jusqu'à ce qu'elle se glisse à l'intérieur, son corps frottant contre le sien. Puis elle ferma la porte et tout devint sombre. Merde, où est la lumière? Une recherche frénétique s'ensuivit, qui consistait principalement à tâtonner les murs et le plafond à la recherche d'un interrupteur, mais dans un espace aussi confiné, il était impossible d'éviter de la toucher ou de se presser contre elle. Si bien que lorsqu'elle trouva enfin l'interrupteur et réussit à l'allumer, il avait la plus grosse érection de l'histoire des érections, et aucun moyen de se transformer en griffon pour la cacher. Je suppose que tu ne m'as pas amené ici pour me séduire, dit-il, essayant de plaisanter sur leur situation. Sur sa situation. Il s'était tourné sur le côté, dos au mur, pour garder autant de distance que possible entre eux. Pour ne pas la heurter nulle part. Enfin, sauf si elle le voulait. On m'a dit que si je n'amenais pas un homme dans une capsule ce soir, je ne serais plus autorisé à te voir. Il m'enfermerait, dit Ruru. Qui a dit ça? Peu importe qui c'était, Talon allait leur lâcher les mioles dessus. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je l'ai fait, donc je ne serai pas en difficulté maintenant. On doit juste rester ici assez longtemps pour qu'il croie qu'on l'a fait, et ensuite on pourra retourner au pub. Si ça compte.
Personne ne devrait être forcé d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu'il ne veut pas, ou être enfermé pour ne pas l'avoir fait. C'est illégal, Ruru. Elle soupira. Pas si j'ai signé un contrat. Ça fait partie des conditions de ma venue à la colonie. De toutes nous les filles de Star Farm. Nous devons. Non. Tu n'es pas obligée. Tu m'entends, Ruru? Tu es une femme libre. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Comme elle refusait de le regarder dans les yeux, Talon glissa une main sous sa joue et tourna doucement sa tête vers lui. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, ou qui que ce soit que tu ne veux pas. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je veux. Talon n'était pas tout à fait sûr de ce qui s'était passé. S'il l'avait embrassée ou si elle l'avait embrassé, ou s'ils s'étaient tous les deux en quelque sorte jetés l'un sur l'autre et s'étaient rencontrés au milieu. Mais ses lèvres étaient sur les siennes, et par toutes les étoiles de la galaxie, il n'avait aucune intention d'arrêter. Pas tant que ses grands yeux sombres étaient remplis de désir, le suppliant. Pourquoi? Peu importe quoi. Il lui donnerait n'importe quoi. Tout. Oh étoile. Elle était aussi mouillée pour lui qu'il était dur pour elle, et elle ne portait pas de sous-vêtements. Tout ce qu'il avait à faire était de libérer son sexe, et il pourrait plonger profondément dans le paradis, qu'était son corps. Oui, oui, gémit-elle alors que ses doigts effleuraient son clitoris. Il voulait, non, il avait besoin, de l'entendre gémir comme ça à nouveau. De gémir son nom comme ça. Aveuglément, ses doigts se mirent à l'œuvre sur elle. Frottant, tournant, la taquinant jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement en sanglots, le suppliant de la libérer. Quand elle cria de joie, il faillit jouir dans son pantalon. Encore. J'en veux plus, Talon. S'il te plaît, supplia-t-elle, atteignant son sexe pour qu'il n'ait aucune illusion sur ce qu'elle voulait. Mais il savait ce qu'elle voulait. Elle le lui avait dit. Il sortit la boîte de préservatifs que Chloé lui avait donnée, et lutta pour en mettre un sans pouvoir vraiment voir. Que fais-tu? Demanda-t-elle. Je te veux en moi maintenant, Talon. S'il te plaît. Je mets juste un préservatif. Je sais que tu ne veux pas d'enfant, jusqu'à ce que tu aies cette ferme de tes rêves. Avec le vignoble, et les émeus. Talon. Voilà. C'est mis. Je suis prêt pour toi, Ruru. Tu devrais peut-être te mettre au-dessus de moi, pour pouvoir me chevaucher, mais fais attention à ne pas te cogner la tête. Talon. Elle ne bougeait pas. En fait, elle avait tiré sa jupe vers le bas, et serré ses cuisses, comme si elle avait changé d'avis. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Parce que peu importe ce que c'était, il allait arranger ça. Pour elle. Je ne t'ai jamais parlé de la ferme, ni des émeus. Bien sûr que si. Tu as fait un très mauvais cauchemar, à propos de la nuit où tes parents sont morts, et je t'ai réveillé, et ensuite. Sa voix s'éteignit. Elle avait dit ça à son griffon. Pas à Talon l'homme. Sors. Sans un mot, il fit ce qu'elle lui disait. Puis elle sortit aussi, et baissa les yeux. Va aux toilettes et occupe-toi de ça, avant que quelqu'un ne te voie et ne sache qu'on ne l'a pas fait. Et débarrasse-toi de ce truc aussi. On n'est pas censé utiliser de contraception, si on essaie d'avoir un bébé. Elle le poussa vers les toilettes. Il ne s'était jamais masturbé aussi vite de sa vie, mais le temps qu'il retourne au pub, elle était partie. Talon jura. 18. Rue vit l'extraterrestre et son équipage arriver, mais il lui fallut toute sa volonté pour ne pas le suivre jusqu'à la grange. Elle voulait le plaquer au sol, et faire ce qu'elle voulait de lui. Elle voulait lui crier dessus pour l'avoir trompé, et ne pas lui avoir dit qui il était. Elle voulait se gifler pour avoir été si stupide, et ne pas avoir réalisé que les deux extraterrestres qu'elle aimait bien, étaient le même homme. Elle voulait le supplier de l'emmener voler à nouveau. Et elle ne voulait plus jamais le revoir non plus, pour ne pas être rappelée à quel point elle avait été bête. Où est-elle? Rue aurait reconnu cette voix entre mille. C'était Monsieur Shade l'incube, sauf qu'au lieu de crier sur le barman, il criait maintenant sur Donna. Rue traversa la salle à manger sur la pointe des pieds,
et jeta un coup d'œil par la porte du bureau de Donna, pour mieux entendre la conversation. Elle n'est pas ici, monsieur Shade. Son contrat a déjà été vendu. Vous avez été surenchérie, c'est tout. Elle appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Elle ne peut pas être la seule blonde que vous ayez. Peu m'importe laquelle. Vous m'avez promis une vierge blonde, alors par les étoiles, vous allez me donner une vierge blonde où je vais. Vous allez faire quoi, monsieur Shade? Allez voir la garde, et leur dire que vous avez essayé d'acheter une enfant pour en faire votre esclave sexuelle? Je vous en prie, faites donc. Cette ferme de prostituées. Était-ce ce qu'il voulait dire? Que Donna vendait des filles comme esclaves sexuelles, à des hommes assez riches pour les payer. Qui avait-elle déjà vendu? Était-ce Danny? Vous allez me vendre une de vos filles, ou j'irai voir la garde pour leur dire que vous en avez déjà vendu une. C'était à ce vampire, n'est-ce pas? Il l'aura probablement vidée de son sang d'ici une semaine. Et quand elle réapparaîtra, j'irai voir la garde avec des informations. Très bien. Revenez demain matin, et entre-temps, je préparerai les contrats nécessaires, pendant que vous vous assurez d'avoir l'argent pour les payer. Rue se précipita dehors, avant que Donna ne puisse la surprendre à écouter aux portes. Seulement, où courir maintenant? Les autres filles ne la croiraient sûrement pas. Mais Talon peut-être. Il avait vu et entendu monsieur Shade. Rue se dépêcha d'aller à la grange, espérant qu'il y serait. Seulement, il y était. 19. Elle s'attendait à de la fourrure et des plumes, lézardant sur les bottes de foin comme un gros chat. Pas à bon sang quelle bombe sexuelle. Une qu'elle avait vraiment envie de chevaucher. Il était bien allongé sur les bottes de foin. Étalé comme dans ces images médiévales de l'homme parfait, sauf que ces images n'incluaient pas d'énormes ailes tachetées. Ni un sexe qui saillait autant. Ni. Tu adores ma queue. Même si tu détestes le reste de moi, dis-moi que tu aimes toujours ma queue. Grande et douce et tachetée et duveteuse, et presque aussi longue qu'elle était grande. Elle ne pouvait pas mentir. J'adore ta queue. C'est le fait que tu sois lui, et qu'il soit toi, et que je ne sache plus quoi penser qui me pose problème. Il s'assit, et tendit les mains. Je suis un métamorphe, Ruru. Un métamorphe griffon-hibou. Je peux me transformer d'une forme presque humaine, en la bête volante que tu as rencontrée la première fois. Je crois que je suis tombé amoureux de toi dès cette première nuit, quand tu es venu à moi au milieu de la nuit, et que tu t'es endormi enveloppé dans mes ailes. J'essayais de rassembler le courage de t'inviter à sortir quand je t'ai vu à la cantina, et je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je voudrais te demander de me donner une autre chance, mais je ne suis même pas sûre de la mériter. Et toi? Tu es si belle et talentueuse et dévouée et déterminée, et je ne suis qu'un type de la lutte antiparasitaire, avec une étrange particularité biologique, qui me permet de parler aux miolettes. Je ne te mérite pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne suis qu'une stupide fille de ferme qui a perdu sa famille dans un incendie, et qui n'a même pas été capable de faire le rapprochement, entre l'extraterrestre dont elle était tombée amoureuse ici à la ferme, et qu'elle aurait souhaité être un homme, et l'homme avec qui elle parlait au pub. Tu n'es pas stupide. Tu en sais plus sur l'agriculture, que n'importe lequel de mes professeurs à l'université sur Alba. Mais je n'ai pas pensé que c'était possible qu'un griffon hibou blanc aux taches argentées, puisse être le garçon de ferme noire, qui aidait son ami. J'ai juste. Peux-tu me pardonner? Il lui suffit d'un regard sur lui, pour ne pas pouvoir dire non. Elle voulait grimper sur ses genoux, et le chevaucher jusqu'aux étoiles. Elle se humecta les lèvres. Ça dépend. Il te reste des préservatifs? Il secoua la boîte. Pour une semaine, je crois. Elle arracha sa robe, se fichant de l'endroit où elle atterrissait, puis se débarrassa de ses sous-vêtements. Ensuite, elle grimpa sur ses genoux pendant qu'il se dépêchait de mettre un préservatif, avant qu'elle ne s'enfonce sur sa longueur, gémissant de plaisir alors qu'il la remplissait. Ses ailes se refermèrent autour d'elle, la serrant contre lui, tandis qu'elle le chevauchait, d'abord avec hésitation, puis plus fort à mesure qu'ils trouvaient un rythme ensemble, bougeant comme un seul être alors qu'elle sentait son climax monter,
jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus retenir le cri qui montait de sa gorge. C'est à ce moment-là qu'il l'embrassa, dévorant sa bouche et avalant ses cris alors que des orgasmes simultanés les secouaient tous les deux. Il reprit son souffle en premier. « Ça va? Je ne t'ai pas fait mal? » Ru rit doucement. « Je vais bien. Plus que bien. Tu m'as donné exactement ce que je voulais. Comme si nos corps étaient faits l'un pour l'autre. Je veux recommencer toute la nuit si on peut, chaque nuit. Si tu en as envie bien sûr. Je veux t'entendre gémir et crier mon nom, encore et encore toute la nuit. Pas ici, où on pourrait réveiller quelqu'un, et pas dans une de ces capsules cercueils, où il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. Je veux t'emmener chez moi Ruru, et t'allonger sur mon lit pour qu'on puisse faire l'amour toute la nuit, et peut-être toute la journée aussi. Oui, murmura-t-elle. En attendant, on devrait se nettoyer, et tu devrais dormir un peu. Chaque partie d'elle voulait rester ici, blottie sur ses genoux avec son sexe profondément en elle, mais elle savait qu'il avait raison. Elle avait besoin de dormir. Le nettoyage fut rapide, avec de l'eau froide du robinet dans la remise, et personne ne sembla remarquer quand elle rejoignit les autres filles, qui sortaient de la salle commune pour aller au dortoir. Elle fut la dernière à se brosser les dents, donc tout le monde était déjà au lit, quand elle tendit la main vers l'interrupteur, pour éteindre les lumières. Non, pas tout le monde. 2 lits étaient vides. Celui de Dani, et celui d'Iva, les 2 filles blondes. Le cœur de Ru se serra. Elle avait été tellement préoccupée par Talon, qu'elle avait complètement oublié le danger, et Donna. Elle éteignit la lumière, puis se précipita vers la salle de bain. « J'ai oublié de me passer le fil dentaire », marmonna-t-elle au cas où quelqu'un s'en souciait. Mais au lieu de se diriger vers les toilettes, elle se rendit plutôt à la grange. « Tu devrais être au lit », la réprimanda Talon. « Non. Ce n'est pas sûr ici. 2 des filles ont disparu. Je pense que Donna les a vendues comme esclaves sexuelles. À ce monsieur Shade en colère, et peut-être à ton ami vampire. » Talon secoua la tête. « Pas Fang. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il cherchait la même fille que l'incube, tu te souviens. Ce doit être un autre vampire. Je dois demander à Donna de me dire la vérité. » Même si Donna détenait son contrat, pouvait l'envoyer en isolement pour toujours, ou la vendre comme cela avait pu arriver à Iva et Dani. « Je viens avec toi. » En un instant il fut à ses côtés, pas l'homme mais le griffon à l'aspect très mortel. Mais Donna n'était ni dans son bureau, ni dans son cottage, où le désordre à l'intérieur leur indiqua que quelque chose de grave s'était produit là, mais ils ne savaient pas quoi. « Ce n'est pas sûr ici. Je te ramène chez moi, dit Talon. Mais on n'est pas censé quitter la ferme, sans la permission de Donna, dit Ru. Si Donna était seulement partie faire une course et revenait pour la trouver partie, elle serait dans de beaux draps. L'isolement ne serait que le début. Elle n'est pas là pour la donner, et vu l'état de cet endroit, elle est partie en vitesse. Donc elle ne reviendra probablement pas. Tu seras en sécurité chez moi. Je te ferai sortir en cachette sous mes ailes. Les miolettes se percheront dessus, et te cacheront. Ru ferma les yeux. D'accord. 20. Les chouettes s'envolèrent dans les recoins sombres de Meoul Mews, avant que Ru ne descende lentement du dos de Talon. Tout ça t'appartient? Demanda-t-elle. C'est aussi grand que Star Farm. Il haussa les épaules. Les chouettes ont besoin d'espace. Eden n'arrête pas de me proposer toutes sortes de cultures et de bétail pour remplir l'endroit, mais je n'ai besoin de rien de tout ça. Cet endroit est pour les chouettes. Et pour toi. Et pour nous. Il eut une idée folle. Tu disais que tu voulais ta propre ferme, pour essayer des choses. Essaie-les ici. Tant qu'aucune des plantes ou du bétail ne met en danger les chouettes, tu peux mettre ce que tu veux. Vraiment? Même dans la faible lumière du dôme de Nyx, ses yeux brillaient. Tout est à toi. Merci. Elle le serra dans ses bras. Il reprit sa forme humaine avant de lui rendre son étreinte, puis la souleva dans ses bras pour l'emmener dans la maison. Demain matin, nous pourrons examiner les images de surveillance de Star Farm,
et essayer de découvrir ce qui est arrivé à Donna et à tes amis. Tu peux faire ça? Talon sourit. Les agents de lutte antiparasitaire doivent pouvoir tout voir. J'ai donc accès à toutes les caméras de la colonie, au cas où j'en aurais besoin. Il y a des caméras ici? Pas dans la maison. Ce qui est une bonne chose, parce que j'ai l'intention de t'emmener au lit correctement cette fois, juste toi et moi, sans personne pour nous regarder. Pas même Lothario la chouette. Sale petite chouette perverse. Il avait vu ses yeux briller dans les poutres au-dessus d'eux, juste au moment où Ruru s'était assise sur ses genoux. Et bien sûr, Talon avait complètement oublié ce petit coquin. Maintenant, cependant, il porta Rue à travers la maison jusqu'à sa chambre, où il la jeta sur le lit. Le lit approprié, de taille griffon, la faisait paraître minuscule, mais elle avait l'air si parfaite là. Chaque fois que je t'ai imaginé ici, ça commence toujours doucement et lentement, mais ensuite on s'emballe, et ça se transforme en sexe de griffon sauvage et fou, avoua-t-il. Elle se redressa, enlevant sa chemise de nuit par-dessus sa tête. Ses sous-vêtements la suivirent sur le sol. J'aime l'idée d'un sexe de griffon sauvage et fou, dit-elle. Ça va durer des heures. Tu auras plus d'orgasmes que tu ne peux en compter, la prévint-il. Qu'est-ce que tu attends alors? Il sourit. Que tu te mettes en position. À quatre pattes, tout en haut du lit. Étoile, elle était magnifique comme ça. Comme tout ce qu'il avait jamais désiré, chez une femme. Il avait besoin d'elle pour ça, et de griffes. Plus une queue pour jouer avec. Il la pénétra lentement, s'enfonçant profondément jusqu'à ce qu'elle ait pris toute sa longueur. Ce n'est qu'alors qu'il remonta ses mains sur son ventre et ses seins, la serrant contre sa poitrine. « Mets tes mains sur la tête de lit et accroche-toi », lui chuchota-t-il à l'oreille. Elle fit ce qu'il demandait, se redressant tout en se resserrant autour de lui. Étoile qu'elle était bonne. Il l'enveloppa de ses ailes, jusqu'à ce qu'il puisse sentir ses seins pressés contre ses plumes. Puis il agrippa fermement ses hanches. 21. Qu'attendait-il? Tu es sûre d'être prête pour ça? Lui chuchota Talon à l'oreille. Dis-moi si tu veux que j'arrête. Elle avait envie de lui dire de commencer tout de suite, car elle savait qu'elle ne voulait en aucun cas s'arrêter, mais le sexe avec un griffon extraterrestre était nouveau pour elle. Qui sait ce que cela pouvait impliquer, et... Alors elle hocha simplement la tête, puis sentit quelque chose de doux caresser son ventre, jusqu'à ce que cela appuie contre son clitoris. Chatouillant, frottant, de plus en plus vite jusqu'à ce que... Oh mon Dieu, c'est ta queue? C'est... Talon, oh. Son orgasme la frappa, et elle se contracta autour de lui alors qu'elle jouissait intensément. C'est alors qu'il commença à la baiser. Cela n'avait rien à voir avec les douces poussées de plus tôt, lorsqu'elle était assise sur ses genoux. Non, maintenant il la pilonnait brutalement et profondément, si bien qu'elle ne pouvait que s'accrocher à la tête de lit, les mains crispées, tandis que son sexe frottait chaque recoin de son intérieur, que sa queue chatouillait son clitoris et ses ailes. Oh mon Dieu, ses ailes! Elle avait entendu parler de gens utilisant des plumes au lit. Mais c'était une centaine de plumes, partout sur sa poitrine, ses tétons et son ventre, glissant sur elle à chaque coup de rein qui secouait son corps. Et elle adorait chaque instant, alors que les orgasmes commençaient à venir par vagues. Talon. Oh mon Dieu, Talon. Oh, Talon. Mon Dieu, Talon. Oh, Talon, oh. Trop d'orgasmes pour les compter, mais elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Qu'il ne s'arrête jamais. Son souffle était brûlant sur sa nuque, tandis qu'il la pilonnait frénétiquement. Oh mon Dieu, elle était proche, et cet orgasme semblait être sur le point d'être plus intense que les autres. Plus grand et plus fort et, oh mon Dieu! Elle cria jusqu'à en perdre le souffle, puis cria à nouveau. Elle entendit à peine Talon rugir son nom, alors qu'il jouissait avec elle, tout aussi intensément. Une légère piqûre à la base de sa gorge, où elle réalisa qu'il l'avait mordu. Marqué. Pourtant, cela aussi semblait juste. Elle prit vaguement conscience qu'il détachait ses mains de la tête de lit, alors qu'il l'attirait sur le lit, la prenant dans ses bras en cuillère. « Trop pour toi, ma petite Ruru ?» demanda-t-il en se retirant d'elle. Elle avait envie de pleurer face à ce vide. Jamais.
J'en veux encore. Bien. Parce que tu te souviens, la nuit où nous nous sommes rencontrés, tu as dit que tu adorais ma queue? Une douceur caressa son clitoris, glissant dessus puis à l'intérieur d'elle. Presque aussi épaisse que son sexe, et plus longue aussi. Je veux te la faire aimer encore plus. Il la baisait avec sa queue, et elle était sur le point de « non », sûrement elle ne pouvait pas. Oh mon Dieu, Talon. 22. Il avait procuré du plaisir à Ruru avec sa queue bien plus longtemps qu'il n'aurait dû, car son sexe était à nouveau bien dur et prêt pour elle, au moment où il put se résoudre à détourner son attention d'elle, assez longtemps pour chercher la boîte de préservatifs. Les voilà. Elle était maintenant allongée sur le dos, le regardant avec adoration, pendant qu'il enfilait un nouveau préservatif. Une dernière fois, et puis ils auraient tous les deux besoin de dormir. Il était presque certain qu'on était déjà demain, mais il s'en fichait. Il méritait bien un jour de congé, et Ruru méritait tout ce que son cœur désirait. Son communicateur sonna, indiquant un appel entrant. Talon l'ignora, et se positionna entre les jambes de Ruru. Puis il souleva ses jambes sur ses épaules, et la pénétra. Lentement, profondément et doucement cette fois-ci, pour lui donner le genre d'orgasme qui ébranlerait la planète et la secouerait jusqu'au plus profond de son être. La voix de Claude s'éleva du communicateur. Il devait encore être en mode réponse automatique, depuis qu'il était sous forme de griffon. Que les étoiles m'emportent, Talon, je sais que tu es là. Ça ne peut pas attendre, que tu te réveilles. Il faut que tu sortes de Star Farm immédiatement, tu m'entends? Fais tes bagages et pars avec tes oiseaux. N'aie plus aucun contact avec qui que ce soit de Star Farm. Surtout pas avec les filles. Ruru le regardait, les yeux écarquillés. Talon se pencha et l'embrassa, sans interrompre son rythme un seul instant. Claude pouvait bien prendre ces stupides avertissements, et les balancer dans un trou noir. Il allait donner à sa magnifique fille un dernier orgasme, avant qu'il n'aille dormir. Écoute, Talon. Il y a une raison pour laquelle ces filles sont isolées à Star Farm. Pourquoi elles ne sont pas censées partir? Parce que si elles sortent et se mélangent à la population générale, le traité de paix, et tout ce que nous avons construit ici dans la colonie seront mis en danger. Ruru gémit. Elle était proche maintenant, il pouvait le sentir. Encore quelques va-et-vient. Il tendit le bras, et mit fin à l'appel. Et jouit intensément au son délicieusement doux de Ruru, criant son nom. Dans une autre partie du dôme de Nyx, Claude termina son avertissement, ne réalisant pas que Talon avait déjà mis fin à l'appel. Si une seule de ses filles s'échappe, elle pourrait déclencher une nouvelle guerre plus vite que l'astéroïde de glace qui a détruit le Titanic. Ceci a été Talon, une romance de science-fiction extraterrestre. L'agence de rencontres intergalactiques. Écrit par Demelza Carlton. Copyright Lost Plow Press 2024.